C'était un lancement brutal. Bonjour. Oh mon Dieu. Ça marche mieux comme ça. Comment ça va ici, le chat, mademoiselle? J'espère que vous allez bien. Oh là 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 là, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Aïe, 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 aïe. Avec une petite péripétie là du début de live. Bon, c'est pas grave. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans le JT Mode, la deuxième émission, le deuxième numéro de cette émission qui vient de se lancer sur Mademoiselle, où on parle de mode au-delà des étiquettes. Et donc, on est avec une équipe de choc aujourd'hui. Sarah, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Eh bien, je m'appelle Sarah, sous le pseudo de Itsaru. Je suis community manager en freelance. Je suis photographe, créatrice de mode dans le prêt-à-porter de luxe pour hommes. Et bien évidemment, à côté, je suis étudiante dans la mode et le luxe. Voilà. D'accord, bienvenue, bienvenue. Merci. Ivan, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, c'est moins impressionnant. Je m'appelle Ivan Jacob, je travaille dans la mode en tant que responsable de collection depuis une dizaine d'années et je suis autrice. J'ai un compte Instagram qui s'appelle Sapé comme jadis, qui parle d'histoire de la mode et qui est aussi un livre. Waouh. Waouh. Montre-le en plus grand, c'est mieux. Donc, Sapé comme jadis aux éditions Robert Laffont. Il est sorti en 2019, c'est ça? C'est ça. Et voilà. Comment le montrer en plus gros? Je ne sais pas. Ah, normalement, on a une top cam quelque part. Que ta cam en fait. Ah mais oui, quelle bonne idée. Bah oui. Là, c'est la nôtre là. Là, c'est la vôtre Voilà. et là, c'est la mienne théoriquement. Voilà. Ça arrive, voilà. Sapé comme jadis aux éditions Robert Laffont, écrit par Ivan Jacob, alias Sapé comme jadis sur Instagram. Voilà. Eh bien, et moi, je suis Anthony Vincent, journaliste mode chez Mademoiselle. Bienvenue dans le JT Mode. Donc, ensemble, on va rester ensemble pour environ 2 heures pour parler de mode, pour parler de l'actualité de la mode, de l'industrie du luxe, de ce que ça représente et des enjeux qu'il y a derrière. Et aussi d'Ivan Jacob, de son parcours, de ce que ça raconte de cette industrie foisonnante et pleine de questions, d'enjeux qui vous titillent, j'en suis sûre. Donc voilà, allez-y dans le chat, posez toutes vos questions. On est ensemble, on va vous lire, on va vous répondre. Ça va être génial, passionnant. Donc, est-ce qu'on va commencer tout de suite par un petit tour de l'actualité de la mode? Oui, ça te tente, Sarah? Bien sûr. Okay. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, il n'y a même pas une semaine, il y a eu la Fashion Week du prêt-à-porter pour hommes qui était présent sur Paris. Et puis après, qui a suivi par la Fashion Week haute couture. Donc, pendant cette Fashion Week de prêt-à-porter pour hommes, il y avait encore cette tendance des modèles très Far West, du style très cow-boy, etc., où on met en avant aussi l'équitation, donc le cheval. Et je voulais un peu en parler des chevaux dans le domaine de la mode, qui est énormément utilisé de manière très très malsaine. Et je voulais en parler avec vous parce que je me suis énormément renseignée. C'est vrai que le cheval, c'est un animal prestigieux, oui, c'est un animal qui est très beau, mais le fait de l'utiliser de cette manière-là, ça fait assez mal au cœur. Et je vous avoue que pour moi, avec ma marque, je fais super attention sur l'éthique du cheval, vu que le cheval fait partie de mon ADN. Et pour moi, il faut avoir une perception du cheval de manière très éthique, dans le sens où on le respecte de sa liberté et le laisser en fait à sa nature, là où il est à la base, donc accompagné avec tout un troupeau de chevaux et tout simplement en fait à l'extérieur, dehors, en train de se déplacer librement. Donc voilà, et moi je voulais faire un petit peu la petite moralisatrice là-dessus, parce que je trouve que dans le domaine de la mode, on a un peu les yeux fermés là-dessus. On trouve ça scandaleux le fait qu'on utilise des fourrures, etc., de la vraie fourrure avec de la peau d'animal, voilà, et qu'on utilise aussi des animaux sauvages pour donner ce spectacle dans les défilés, dans la communication, etc. Mais le cheval, j'ai l'impression que c'est bouche cousue, on n'en parle pas, personne ne sait, personne n'est au courant. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi en tout cas, j'ai énormément étudié sur le cheval récemment. Je suis même allée me renseigner auprès d'une équitation éthique dite vegan. Et effectivement, le domaine de la mode utilise beaucoup les chevaux de manière très très malsaine et sans respecter la nature de cet animal. Voilà. Moi, ce qui m'avait fait marrer avec le défilé Chanel, c'est qu'il s'était pris un énorme backlash sur les réseaux sociaux parce que, en fait, les gens disaient Chanel n'est pas Hermès et ne sera jamais Hermès. C'est juste sur le symbole du cheval, ça m'avait fait marrer parce que ils avaient quand même mis les moyens, sorti un cheval sur le podium et tout, et ça avait été vu vraiment comme une imitation de Hermès. Ouais, il y avait ce problème-là, mais j'avais aussi vu il y avait les gens qui commençaient un peu à ouvrir les yeux sur le fait que
ça fait bizarre de voir un cheval galoper dans un défilé comme ça, avec vraiment un petit chemin restreint comme ça. Et il y a pas mal de gens qui ont commencé à se poser des questions sur en fait l'éthique du cheval. Et c'est vrai que l'éthique du cheval est une question dans le domaine de la mode qui n'est pas assez discutée, je trouve, après, pour ma part. C'est pour ça que voilà, sur ce live, sur cette émission, je trouve qu'il faut en profiter pour en discuter. C'est le problème des défilés au sens large. Ouais. Quand Karl Lagerfeld faisait venir une forêt entière au Grand Palais, les gens disaient bon, quand même, il y a un problème. Il y a un problème, ouais. Et je pense que il y a une réflexion qui commence à se faire, ouais. Mais comme je disais, c'est que voilà, les gens commencent à ouvrir les yeux sur certaines catégories d'animaux. Mais quand ça va sur des animaux que, voilà, dans la culture occidentale, on a commencé à avoir l'habitude de voir tout ça comme les chevaux, en fait, bah, les gens ne se posent pas forcément la question et ne font pas les choquer. Donc, il y a aussi ce côté, je trouve, un peu hypocrite dans le sens, oh là là, c'est scandaleux, les baleines, les lions, les nanani, les nananas, mais quand on parle du cheval, bah... on n'entend plus, quoi. C'est silence radio. Donc voilà, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Anthony Une baleine sur un défilé, ça aurait de la... Ça aurait de la gueule, effectivement. C'est beaucoup plus rare. C'est plus difficile. En revanche, je vois ce que tu veux dire, Sarah. C'est assez complexe, effectivement. Je pense que pour le coup, c'est un animal qui est domestiqué par l'homme depuis longtemps. Effectivement, je dis pas, je suis en train d'expliquer, pas de justifier, hein, de dire qu'ils ont raison ou quoi. C'est plus, en fait, ce qui m'interroge, c'est la spectacularisation de la mode du défilé, comme t'en parlais, Ivan. C'est qu'en fait, on a tout le temps envie d'avoir des défilés spectaculaires qui vont créer un moment sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est compliqué à avoir, mais après, un cheval sur un défilé, il me semble que c'est loin d'être la première fois que c'est arrivé. Ouais. Et du coup, ça arrivait plusieurs fois, en fait. Le cheval, il est énormément utilisé depuis des années, effectivement, parce que c'est un symbole de luxe hyper fort. C'est ce dont s'inspirait déjà Gabrielle Chanel, notamment. C'est l'univers de l'équitation, c'est un univers très associé au luxe. C'est un loisir de personnes très riches, en fait. Et comme tu le disais un peu plus tôt, Sarah, c'est que la clientèle aussi pratique beaucoup l'équitation. Ouais. Et... en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que tout à l'heure, tu disais Chanel ne sera jamais Hermès. Donc, pour faire un petit point en contexte, Hermès, c'est un grand sellier français. Donc, c'est une maison qui s'est complètement bâtie sur l'univers de l'équitation, du cheval et des savoir-faire en termes de création de sel. Et c'est hyper intéressant de voir que en fait, ce luxe-là est de plus en plus questionné en fait, par rapport au bien-être animal. C'est des enjeux qui grandissent maintenant. Et voilà, mais oui, comment faire du spectaculaire sans forcément utiliser des animaux vivants, aussi domestiqués soit-il, parce que là, justement, on vous le montrait tout à l'heure, le cheval qui a ouvert le défilé, il était monté par Charlotte Casiraghi, donc princesse de Monaco, et championne d'équitation de saut d'obstacle, il me semble. Et voilà, en fait, c'est donc une femme qui maîtrise son cheval, certes, mais pas dans ce genre de conditions, pour des compétitions, et pas pour des défilés de mode, et plaire à un autre public comme ça, un public mode, pour vendre. Pareil pour Casablanca, les chevaux qui étaient dans le fond. En plus, ça servait à rien. Là, ça servait à rien, mais en plus, ils étaient en train de chier au KLM. Non, mais en plus, tu vois, dans les photos. Ils vivaient leur vie. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est pour vous expliquer que vraiment, ça n'a rien à faire dans ce genre d'endroit avec autant de monde, les lumières, le son, Enfin voilà, en fait, vraiment, ça a été beaucoup trop banalisé, l'utilisation du cheval dans l'exposition des défilés de mode, dans la communication des marques, etc. Donc voilà, je voulais en venir là-dessus. Ok, merci beaucoup. Effectivement, donc tu le mentionnais au départ, c'est qu'on a passé de la Fashion Week masculine à la Fashion Week haute couture. Ouais. Et il y a 2 autres défilés. Donc, pendant la semaine de la haute couture, c'est une appellation qui est protégée. D'ailleurs, est-ce que tu veux nous faire un petit point, Ivan ou Sarah, là-dessus? Petit point interro-surprise. Non, je sais jamais les critères exacts. Il faut que ce soit produit en petite quantité, en atelier. Sur Paris. Atelier flou, atelier tailleur. Voilà. Il faut défiler il y a moins un de fois certain par nombre an. de points et certains salariés aussi qui font qu'on peut bénéficier de l'appellation haute couture. Il y a des marques invitées qui ne sont pas françaises qui peuvent défiler de temps en temps. Et il y a des marques étrangères qui peuvent bénéficier de l'appellation couture, mais pas haute couture. Pas haute couture, exactement ce que j'allais dire. Je crois que c'est ça. Et puis bon, c'est un artisanat d'exception, un savoir-faire exceptionnel, etc. Avec des maisons incroyables qui travaillent pour les maisons dont on connaît le nom. Mais derrière, il y a aussi des fabricants dont on connaît moins le nom et qui ont été d'ailleurs pas mal rachetés par Chanel. Effectivement. Les maisons d'art. Et voilà. Ouais.
Les maisons d'art, donc c'est aussi c'est des maisons qui ont des savoir-faire artisanaux d'exception, des métiers d'art aussi, on appelle ça. Des brodeurs, des plumassiers. Effectivement. Oh là. Toutes les broderies, le sage, les plumassiers, les artisans plumassiers, c'est aussi. Je me rappelle d'un plumassier qui avait interviewé qui s'appelle Maxime Leroy. Je crois que maintenant il travaille dans des cabarets chez Maison Verré, il me semble. Et il y a plein de métiers comme ça, des souffleurs de verre. Enfin, c'est assez dingue de se rendre compte parce qu'en fait, la haute couture, c'est beaucoup de créations faites. Enfin, c'est entièrement fait à la main, théoriquement. Et maintenant, c'est de plus en plus questionné cette limite-là, notamment avec des créateurs et créatrices qui font appel à l'impression 3D, par exemple, ou d'autres choses encore. Je pense à Iris Van Herpen, qui fait beaucoup d'impression 3D. Et en fait, est-ce que ça rentre ou pas dans la haute couture? C'est des questions qui sont de plus en plus posées. Le design assisté par ordinateur, etc. Donc voilà. En tout cas, pour en revenir à la Fashion Week haute couture qui vient de se dérouler à Paris, il y a plusieurs défilés qui nous ont marqués. Et on va parler d'abord de Jean-Paul Gaultier par Olivier Rousteing. Sarah, ça t'a beaucoup marqué, pourquoi? Oui, ça m'a énormément marqué. Bah déjà, c'était un défilé tant attendu. Je vous avoue, avec la communication d'Olivier Rousteing, parce que je le suis sur Instagram, ça m'a beaucoup plu de la façon dont il a vraiment ramené, le fait qu'il a hypé sur le fait qu'il y a une collaboration avec Jean-Paul Gaultier, tout ça. Et attends, en fait, parce que du coup, je vais faire un petit point en contexte, je pense, pour expliquer pourquoi Olivier, c'est qui et pourquoi Jean-Paul Gaultier. Oui. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est, petit point en contexte rapide, c'est que Jean-Paul Gaultier a pris sa retraite des défilés de la création il y a quelques mois maintenant, en début janvier 2020, il me semble. Et il confie depuis les rênes de sa maison, la maison qui continue de porter son nom, la maison Jean-Paul Gaultier. Donc, il fait appel la maison fait appel à des jeunes talents et des créateurs plutôt connus aussi pour réinventer les codes de la maison. Donc, en premier, il y a eu Chitose Abe qui dirige la maison Sakai, sa propre marque, qui a été invitée par la maison Jean-Paul Gaultier à réinterpréter les codes de la maison. Ensuite, il y a eu 6 mois plus tard une autre maison, c'était un autre créateur, c'était Glenn Martens, qui est aussi chez Y Project, qui est une mode très conceptuelle, c'est un designer belge qui peut être approché de Maison Margiela par exemple, donc c'est beaucoup de créations en trompe-l'œil, d'interroger la déconstruction du vêtement, ce genre de choses. Et là, cette fois-ci, c'était Olivier Rousteing, donc encore 6 mois. Donc tous les 6 mois, c'est un nouveau créateur ou une nouvelle créatrice qui est invité à réinterpréter les codes avec tous les savoir-faire couture de la maison Jean-Paul Gaultier. Donc là, cette fois-ci, c'est Olivier Rousteing, qui est directeur artistique de la maison Balmain, qui a été invité par la maison Jean-Paul Gaultier, vous suivez, à réinterpréter les codes de Jean-Paul. C'est comme une collab H&M, mais en haute couture. Ouais, on a un peu mieux. Exactement. Le niveau est donc, plus haut. Une collab, mais d'un autre level. Il y a Lodi78 dans le chat qui nous dit: j'ai tellement craqué sur les boots du défilé que je ne pourrais jamais me payer. Effectivement, je comprends totalement, c'était canon. Voilà, donc cette fois-ci, cette collab Jean-Paul Gaultier, Olivier Rousteing, qu'est-ce que ça a donné, Sarah? Qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement, on voyait les deux univers. En fait, on arrivait facilement à reconnaître les deux univers des deux marques, en fait, que ce soit l'univers de Olivier Rousteing. Alors attention, pas celui de Balmain, parce que je trouvais que c'était plus la personnalité de Olivier Rousteing lui-même que Balmain, et celui en fait de Jean-Paul Gaultier. Et il y avait aussi en fait ce trompe-l'œil aussi, ce jeu avec le jeu avec le trompe-l'œil, je surkiffe que c'est ça avec Schiaparelli ou autre. Et là, le fait qu'ils l'ont utilisé, je trouvais ça super fascinant. Franchement, les modèles qui m'ont le plus marqué, ils étaient en train de défiler à deux. C'était avec, vous savez, avec le ventre de personnes enceintes, etc. Ça, je trouvais ça, mais ça m'a tout de suite marqué quand je l'ai vu, tout ça. Et franchement, je trouvais ça magnifique. Après, il y avait des petits moments où vraiment, avec le jeu avec les doigts, avec les dés en fer. Les dés à coudre? Ouais, c'est des dés à coudre. Je trouvais que ça ressemblait un petit peu à Schiaparelli sur le trompe-l'œil aussi que Schiaparelli utilise avec les doigts et les ongles. Et voilà, moi je trouvais qu'il y avait pas mal de choses où ça ressemblait à certains créateurs. Mais Jean-Paul Gaultier lui-même était très inspiré de Schiaparelli. Oui, en plus. Et Olivier Rousteing aussi. Olivier Rousteing aussi, il surkiffe Schiaparelli. Et même les grosses plateformes comme ça, les grosses boots comme ça, oh là là, elles étaient incroyables. Le fait qu'il y avait ce petit clin d'œil au parfum Jean-Paul Gaultier et en même temps l'univers d'Olivier. Enfin, franchement, je kiffe. Tu parles notamment de cette tenue-là, il me semble. Celle-là, ouais. En verre soufflé, fait par l'artisan qui s'occupe des vitraux de Notre-Dame de Paris, apparemment.
Donc voilà, on a les talents qu'on mérite, I guess. En tout cas, quand on a le budget qui va avec. Ok. Je trouvais ça incroyable et franchement, le fait aussi que ça soit ouvert un peu au public, entre guillemets, je trouvais aussi que c'était une belle approche aussi, tu vois, le fait que, déjà, je sais que Olivier Rousteing avait énormément invité les gens à venir à son défilé en donnant l'adresse, etc. Il y avait des affiches partout sur Paris. Et le fait qu'en fait, on pouvait voir les mannequins sur le balcon. Parce que voilà, on pouvait les voir à l'écran et sur le balcon à la fin. Parce que en fait, les défilés Jean-Paul Gaultier, historiquement, se passent dans la maison, les headquarters, le QG de Jean-Paul Gaultier, qui est rue Saint-Martin, juste à côté de la rédaction de Mademoiselle, d'ailleurs. Et donc, cette maison, ce bâtiment où il y a tous les ateliers de la maison disposent d'un grand balcon et une partie du défilé, c'est en fait Olivier Rousteing a insisté pour que les passages, les mannequins défilent également sur le balcon afin de donner un aperçu aux gens qui étaient dans la rue. Donc voilà, c'est très très généreux de la part de Olivier Rousteing. Et ça montre à quel point Olivier Rousteing, comme Jean-Paul Gaultier, partagent une vision très pop, populaire de la couture et de la mode en général. Ce que je trouve assez intéressant, ils ont ça en commun en tout cas. Toi, qu'est-ce que tu as pensé rapidement du défilé peut-être ? Il y a même du jean, c'est marrant, il y a du jean dans le défilé, par petites touches. C'est vrai qu'en haute couture, c'est assez impressionnant de mettre du jean, c'est osé quand même. C'est rigolo. Parce que pour savoir, dans la haute couture, c'est assez strict aussi. Il y a des choses en fait qu'on ne peut pas voir, qu'on a l'habitude de visualiser en prêt-à-porter. Mais je sais qu'aussi, il y a des petites... il y a eu un petit souci aussi au défilé de Jean-Paul Gaultier et Olivier Rousteing. Normalement, c'était le modèle où il y avait plein de filles Jean-Paul Gaultier, où la fille était habillée qu'avec des rubans Jean-Paul Gaultier en noir et blanc. Et en fait, sur le dos, on voit, j'ai même la photo, dommage que je te l'ai pas envoyée, mais il fallait vérifier, j'avoue que j'avais pas trouvé qui était la personne qui avait pris la photo, mais on voit en fait une épingle à nourrice. Il y en avait plein en réalité. Ouais, j'ai vu ça. Il y a notamment Show Studio, il me semble, qui a fait un TikTok qui est devenu assez viral là-dessus, c'est en fait dire, ce TikTok racontait en substance combien c'était dommage et triste de voir une grande maison aussi illustre que celle de Jean-Paul Gaultier présenter sur scène, sur le podium, plein de tenues qui n'étaient pas finies en fait, parce qu'on voyait encore les épingles à nourrice. En fait, on voit que ça a été fait dans le rush, potentiellement, en tout cas que ça a été terminé à la dernière minute, voire pas terminé, et que c'était encore relativement du work in progress, puisqu'il y a des épingles à nourrice qui traînent encore, ce qui montre que tout n'était pas terminé, quoi. Voilà. Et qu'il fallait défiler à temps, mais c'est aussi ce qui impose le calendrier. Moi, je pensais que c'était fait exprès. La question se pose, puisque c'est très punk, en fait, la maison Jean-Paul. En fait, c'est que tu vois vraiment une épingle à nourrice accrochée, dans le dos, coincée, coincée. On ne sait où, c'est pour ça que... Ouais, la question se pose, effectivement, l'Audi78 dans le chat nous dit aussi, mais c'est pas courant que les tenues ne soient pas finies dans les défilés. En réalité, oui. Ça dépend des maisons, mais ça se voit souvent, oui. Quand tu regardes de près, tu te rends compte que c'est pas fini, qu'il y a encore des fils qui dépassent et tout, machin. C'est courant, mais dans la haute couture, normalement, ça se fait pas, quoi. Dans le prêt-à-porter de luxe, ça se voit assez souvent. Mais souvent, quand tu regardes les vidéos, les documentaires, notamment de défilés, il y a une série de documentaires que j'adore de Loïc Préjean qui s'appelle Le jour d'avant, il me semble. Le jour d'avant, où il filme justement les 72 heures précédant un défilé. Et le stress que c'est, les modèles qui sont pas encore terminés et tout. Quand tu découpes au dernier moment, Donc c'est assez dingue. Et les changements d'avis aussi à la dernière minute. Ça aussi, il faut prendre en compte que des fois, même pendant le défilé, dans les backstage, t'as en fait le directeur artistique qui est là, qui dit non mais en fait au final ça va pas. Touk, ça coupe d'un coup en plein défilé, quoi. Genre, donc c'est pour ça que c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais Jean-Paul Gaultier, c'est aussi une maison qui est très punk, qui s'est beaucoup inspirée notamment des codes des gens, des punks, en fait, des personnes punk, littéralement. D'où il y a beaucoup d'épingles à nourrice dans ses codes, en fait. Il y a aussi d'autres détails de l'ordre du piratage, les pirates sur les bateaux, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on se pose la question, est-ce que c'était pas fait exprès, mais difficile à vérifier, quoi. Bah j'espère. En tout cas, je leur pardonne parce que ce défilé, je l'ai trouvé magnifique. Ouais, il était je viens de vous envoyer vraiment. La critique que j'ai écrite dans le chat. Vous pouvez aller lire ça. Je vous décrypte au passage en quoi c'est Gaultier ou non. Et en fait, Olivier Rousteing expliquait que c'était pour lui ce défilé, cette collection, une lettre d'amour à Jean-Paul Gaultier. L'homme, le grand couturier, ses codes, et à quel point il lui a permis à lui-même de se lancer dans la couture, d'y rêver. Et c'était hyper beau, quoi. Il y a aussi toute la direction artistique, comment a été organisé le défilé, que ce soit avec la musique aussi. Le fait qu'on avait du Mylène Farmer,
On avait aussi eu des petits moments médiatiques de Jean-Paul Gaultier et de Olivier Rousteing. Et ça, c'était assez marquant aussi parce que ça veut dire que, en fait, ça montrait que ces deux personnes-là, ces deux personnalités, étaient énormément médiatisées aussi. Ils répondaient à pas mal d'interviews en France, etc. Et je trouvais que ça fait rappeler du fait que c'est pas tous les créateurs qui font ça comme eux. Effectivement, Sarah, t'as entièrement raison. Jean-Paul Gaultier, c'est un créateur qui était hyper médiatisé j'allais dire de son vivant. Non, du temps, il est encore vivant, rassurez-vous. Ouais. Il est adorable d'ailleurs. Non, de son temps d'activité mode, en tout cas couture, parce qu'en fait, il a pris sa retraite des podiums, du dé à coudre et des ciseaux et du crayon, mais il a pas pris sa retraite tout court. Hein. Il continue à créer des costumes, notamment. C'est ça son dada maintenant, et même des spectacles, en fait. Ouais. Et du coup, il était hyper médiatique, et notamment, c'est quelqu'un qui était très populaire et fier d'être populaire, et qui a invité des stars populaires à défiler pour lui parfois, dont Mylène Farmer, dont Loana aussi, dont Nabila aussi. Donc il a invité des gens de tous les horizons, tout type de profil à défiler pour lui. C'était aussi quelqu'un qui faisait de la mode inclusive avant l'heure, toutes les morphologies, toutes les races sociales. Voilà, c'est assez étonnant de voir qu'il faisait ça il y a 30-40 ans avant que ça ne devienne à la mode finalement. Ouais. Et lui, il faisait pas ça pour du social washing, il faisait ça parce que c'était la vraie vie et c'est ça qui lui importait. Et c'est aussi pour ça qu'il adore Jean-Paul Gaultier et Olivier Rousteing aussi. Ouais. Olivier Rousteing, il a vraiment dit cette collection, c'est une lettre d'amour à Jean-Paul Gaultier. Et comme tu le disais, Sarah, pour moi, je trouve qu'on arrivait à voir que c'était vraiment une collab entre les deux univers et à quel point ils se ressemblaient aussi, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Ok. Et dans un tout autre registre, il y a un défilé qui m'a beaucoup marqué. C'est le défilé Balenciaga. Je sais pas si tu vas en parler. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Ivan, est-ce que tu l'as vu passer ce truc d'ailleurs? Je sais plus, il faut que je revoie des images parce que. Mais oui, il y avait avec Kim. Avec Kim Kardashian, avec Nicole Kidman, avec Dua Lipa, avec Naomi Campbell. Il y avait la terre entière effectivement à ce défilé que j'ai un peu regardé comme une réflexion sur l'anonymat et la célébrité personnellement. Mais je vais vous montrer des images rapidement dans le chat du défilé. Donc ça c'est l'ouverture, le look d'ouverture. Attendez, je vais vous le remettre parce que vraiment ça pose question. Alors ce défilé a été énormément critiqué par contre, pour beaucoup de points. Et j'aimerais bien en discuter avec vous parce que franchement, c'est intéressant d'en parler. Dites-nous dans le chat si vous avez vu ce défilé, ce que vous en avez pensé aussi. Non, mais même, je trouvais qu'il était même plus vu que celui de Jean-Paul Gaultier et Olivier Rousteing au niveau des réseaux sociaux, etc. Parce que déjà, les choix de modèles ont été énormément discutés sur les réseaux, donc beaucoup sur Twitter, où les gens n'arrivaient pas à comprendre pourquoi Kim Kardashian défile, pourquoi Dua Lipa défile, etc. Beaucoup de questionnements. Après, il y en a beaucoup qui sont aussi dans entre guillemets, dans une sorte de nostalgie, dans le sens où ils disaient, oui, la vraie haute couture de Balenciaga, de Christophe Balenciaga, n'est pas du tout présente avec... actuellement, en fait, aujourd'hui, quoi, en voyant comment les mannequins défilent, leur manière en fait, tout simplement de marcher, en fait, sur le podium, les structures des vêtements, comment c'est fait, les matières utilisées, etc. Le fait qu'aussi... alors ça, c'était intéressant. J'ai vu un internaute qui avait dit, oui, maintenant... on dit que c'est de la haute couture, tout ça, mais on peut très bien voir à la fin les deux robes qui défilent à la fin, ils ont du mal à rentrer au niveau de la porte, là. Ils étaient un petit peu obligés de frôler les murs. Ils se disaient, en fait, ils s'inquiètent pas sur tout le travail des premières mains qualifiées qu'ils ont fait, quoi. Parce que c'est vrai que les produits présentés, enfin les modèles présentés en haute couture sont très fragiles. C'est pas quelque chose où c'est pas du prêt-à-porter, on va pas se mentir, hein. Vraiment c'est très très fragile, c'est vraiment minutieux, le travail était fait à la main, etc. C'est pas pour rien qu'on appelle ça de la haute couture. Et en fait Balenciaga était en mode un petit peu c'est pas grave, voilà, la robe elle passe pas sur la porte, on frôle un petit peu le mur, mais c'est pas grave, quoi. Et c'est ça en fait qui a un petit peu titillé certaines personnes pour dire elle est où la valeur de la haute couture? Il est où le côté précieux de la haute couture, du fait qu'on doit faire attention parce que c'est de la haute couture. Donc, c'est très premier degré comme réception du défilé. Et c'est intéressant aussi. Hein, ça montre aussi les questions que les gens se posent face à un défilé. C'est ça. Parce qu'en fait, pour moi, c'était pour le coup vraiment fait exprès. C'est pas possible qu'ils se soient dit « Ah, elle passe pas la porte, c'est pas grave, elle a qu'à forcer. » Enfin, ils ont fait des répétitions forcément et...
je pense que c'était vraiment une performance en fait. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Ivan? Je peux vous montrer des images des meufs qui galèrent à passer les portes, mais vas-y. À la fois sur les mannequins, sur la question des mannequins, je vois pas le problème en fait de faire défiler Kim Kardashian. Je travaille énormément sur Saint-Laurent en ce moment. Alors je suis obligée de parler tout le temps du passé parce que c'est ce que je travaille le plus, mais quand Saint-Laurent a lancé sa maison de couture avant le prêt-à-porter, les gens à qui je parle, ils me disent mais c'était une révolution parce que la couture c'était quand même quelque chose, c'était un carcan, ça faisait très dame, c'était des vêtements qui étaient assez figés, dans lesquels on n'était pas très à l'aise, etc. Et il a amené un savoir-faire couture à des vêtements qui étaient beaucoup plus agréable à porter. Alors là, je suis pas sûre du confort des pièces. Le confort, non, ça va être compliqué là. Mais être figé dans une vision de la couture, et être figé dans une vision de qui doit défiler ou pas, on va pas faire changer beaucoup de choses si c'est ça, quoi. C'est ça. Et lui, il a amené aussi Saint-Laurent des mannequins autres. Il y a aussi le footballeur, je sais plus comment il s'appelle. Oui, on va le voir. Attends, il est déjà passé. Excusez-moi. Ouais, il est déjà passé. Ouais, il est là. Alors, je crois que je l'ai écrit dans mon article. Je vais vous le dire dès que je repasse sur l'article. Là, c'est Christine Quinn, qui est agente immobilière rendue célèbre par Selling Sunset, l'émission de télé-réalité sur des meufs pétées de thunes qui vendent des baraques pour des gens pétés de thunes. Donc là, elle a défilé pour Balenciaga haute couture, qui est... en fait, justement, toi, tu parlais, Ivan, de Yves Saint Laurent, qui a notamment participé à élargir qui défile et dans quelle tenue, et est-ce que ça peut être confortable, ou est-ce qu'il faut absolument que ce soit tiré à 4 épingles en permanence. Et Sarah, en fait, tu parlais des réactions sur les réseaux sociaux. En fait, ça ressemble un peu à du gatekeeping. Enfin, comment le dire en français? Ce serait dire la haute couture doit rester hyper élitiste et exclusive. En fait, je trouve ça à la limite. En fait, c'est pour ça que moi, je trouve ça un peu dommage de trop rester encore sur des anciens codes de la haute couture. Je dis anciens codes parce que pour moi, il faut que ça évolue. Dans le sens où la société évolue, la vision évolue, et en plus, demander ça au directeur artistique de Balenciaga, surtout le connaissant, et sa vision de la mode, bon courage en fait, parce que vraiment, lui, il veut tout faire le contraire, en fait, il veut déranger les gens. C'est pour ça que quand j'entends à chaque fois des gens, Cristobal Balenciaga n'aurait jamais fait ça, ou quoi que ce soit, je suis en mode, mais en fait... Vous dites ça à un directeur artistique qui a toujours prononcé sur le fait qu'il s'en fout en fait des codes et qu'en fait il veut faire comme il veut en fait, comme il l'entend. Et il y a peut-être un minimum de culture à respecter dans le sens où pour avoir l'appellation haute couture, le fait qu'il y a des ateliers, etc. Mais sinon sa créativité, laissez-la s'exprimer, quoi, j'ai envie de vous dire, il faut que ça évolue, quoi. Après, est-ce que c'est vraiment encore iconoclaste de se dire iconoclaste, tu vas dire je veux casser les codes de la couture, c'est un peu le b.a.-ba qu'on demande à un directeur artistique. Oui, je pense que Demna il se moque pas mal de ce monde, c'est ça qui est quand même assez drôle. Parfois trop, mais c'est rigolo quand même de le voir faire des pieds de nez, le voir faire ses petites créations, tout ça, oui. Non, mais c'est pour ça que... pour moi, les personnes qui se plaignent de Balenciaga, ils n'ont pas compris l'univers de Demna, en fait. Et on est là pour vous aider à le décrypter et à le comprendre. On n'est pas du tout là pour vous juger, vous inquiétez pas. Exactement. Le joueur de football, c'était du Real de Madrid, il s'appelle Eduardo Camavinga. Il y avait aussi l'agente immobilière, comme je vous disais, Christine Quinn. Il y avait aussi Dua Lipa, Kim Kardashian, Nicole Kidman. C'était pas de l'aluminium ce qu'elle portait d'ailleurs. C'était quoi? Alors, c'était du taffetas enduit. Les t-shirts aussi en ouverture, c'était pas non plus l'aluminium, mais c'était pour le coup du jersey infusé d'aluminium. Donc vraiment, il y a plein de choses qui ressemblaient à du prêt-à-porter presque, et en fait qui étaient empreints de savoir-faire hyper innovant en fait, de recherche textile aussi. C'est assez intéressant, je trouve. Ouais, c'est génial. Et en fait, c'est intéressant de dire Kim Kardashian, est-ce qu'elle mérite de défiler? Et en même temps, il y avait d'autres personnes qui défilaient qui n'étaient pas forcément connues du grand public. Je pense notamment à une ancienne muse de Cristobal Balenciaga lui-même, qui s'appelle Danielle Slavic, qui était la muse de Cristobal Balenciaga dans les années 60. Je vous décrypte tout ça dans l'article, la revue du défilé qui est écrite. Là, du coup, vous pouvez peut-être voir ma souris. Oui, voilà, il y a Christine Quinn, Dua Lipa, Nicole Kidman. Et là, Danielle Slavic, c'était le passage 52, juste avant Kim Kardashian et Naomi Campbell, qui galéraient à passer les portes. Voilà. Et pour moi, il interrogeait aussi Demna Gvasalia, du coup, le directeur artistique de Balenciaga, qui ne veut plus qu'on dise son nom de famille. Deso, pas Deso. Ça sera plus simple pour tout le monde parce que moi, à chaque fois, je bute dessus. Ouais, Demna. On va l'appeler Demna si tu veux. D'accord, ok.
Et du coup, les 15-20 looks d'ouverture qui étaient en caoutchouc, ressemblant à du latex, très fétichiste, en fait, c'était des gens anonymes. En fait, ils avaient un masque complet. Et pour moi, ça a posé aussi beaucoup de questions sur qu'est-ce que le culte de la personnalité, la celebrity culture, pour le dire en anglais, pour faire genre. Et voilà, en fait, on avait tous ces passages anonymes, puis des gens hyper connus. Mais avant les gens hyper connus, il y a quand même une muse de Cristobal Balenciaga. Et en fait, Demna, en la montrant, il dit aussi, en fait, on peut retomber très vite dans l'anonymat. Vous pensez connaître la couture, mais est-ce que vous la connaissez vraiment? Enfin, il y a plein de questions que soulève ce défilé que je trouve assez intéressantes. Et voilà, donc... Après, je pense qu'il ne faut pas être dupe et qu'il fait aussi un peu de buzz parce que c'est le meilleur moyen de parler énormément de ce défilé comme on est en train de le faire avec les personnalités. Non, mais Balenciaga se fait toujours parler de lui. À chaque défilé, on parle tout le temps de lui. Et comme je dis, à chaque fois, très souvent, on revoit les mêmes commentaires sur le fait qu'on ne comprend pas son univers, on ne comprend pas pourquoi il va dans ce sens-là. Alors oui, effectivement, le Balenciaga de Demna n'est pas le même que celui de Cristobal Balenciaga, mais ça, après... Mais heureusement, oui, c'est ça. La couture des années... oui, c'est ça, mais après, c'est que... On peut voir quand même certains codes de Balenciaga, mais c'est vrai qu'il y a un énorme changement. Après, il y a aussi le fait que Balenciaga s'est énormément rapproché du style streetwear aussi, du fait qu'il y a eu pas mal de... que ce soit au niveau de la sneakers, que ce soit au niveau des modèles, etc., des pièces, etc. Donc franchement, moi, le défilé Balenciaga, j'ai bien aimé. Par contre, la musique, elle me stressait. Je devais l'écouter sans musique. Franchement, la musique, elle m'énervait. Elle me faisait mal à la tête. C'est une composition du Boyfriend qui s'appelle Boyfriend. Je suis désolée, mais non, mais... Ah non. En fait, ça me stressait, j'avais l'impression qu'on me coursait, genre. Oui, c'était anxiogène exprès, évidemment. Oui. Là, ce que vous voyez à l'image, c'est la mariée qui a clôturé le défilé Balenciaga. Et en fait, pour le coup, je vous invite à le regarder avec le son, c'est terrible. De la voir galérer à marcher. Était-ce fait exprès? C'est la question que tout le monde se pose. Pour moi, c'est fait exprès. Mais... oui, tout est calculé. Demna, il est intelligent, il est pas bête. Il sait ce qu'il fait. C'est surtout une équipe énorme de gens qui l'aident à passer pour conceptuel. Mais ok. La pauvre, mon Dieu, elle m'a fait trop de peine. Voilà. Et ce que vous voyez juste ici, là, c'est le directeur de Kering. Voilà. Avec sa fille, future ambassadrice du luxe, ça, c'est sûr. Je l'adore, elle s'habille trop bien. Bref. Voilà, et bien, ce que je pouvais vous dire aussi, on va passer rapidement sur les actus suivantes, c'est, je voulais qu'on parle rapidement de l'expo Schiaparelli que tu as vu d'ailleurs, Ivan. Oui. Je vous rappelle, pour les gens qui nous regardent dans le chat, que bienvenue dans le JT Mode, on est avec Sarah Itzarou et Ivan Jacob, l'autrice de Sapé comme jadis, le compte Instagram, mais aussi le livre qui va avec, mais qui fait aussi plein d'autres choses. On va en parler très rapidement, en long et en large et en travers, sous toutes les coutures, comme on dit, sans mauvais jeu de mots. Est-ce qu'on va maintenant parler rapidement de l'expo Schiaparelli qui vient d'ouvrir au Musée des Arts Décoratifs à Paris? Schiaparelli, c'était qui? Et c'est quoi cette expo? Ivan, qu'est-ce que t'en as pensé? Je l'ai adorée, vraiment. C'est pas juste... pour dire comme ça, elle est vraiment fantastique. Après, je suis très fan de Schiap. C'est une grande créatrice des années 30, c'est la grande créatrice des années 30. Elle est un peu tombée dans l'oubli. Il faut comprendre que dans les années 30, elle est extrêmement connue mondialement. C'était la pyramide de Chanel. C'est la pyramide de Chanel, mais c'est un peu la décennie pendant laquelle elle brille un peu plus. Bon, disons que les années 20 sont celles de Chanel et que les années 30 sont celles de Schiaparelli. Et ce que j'ai aimé dans cette expo, d'abord la scéno est belle et il y a énormément de choses à voir. Il y a beaucoup de pièces de Schiaparelli elle-même et puis il y a aussi beaucoup de pièces du directeur artistique de la maison qui a été relancé. Daniel Roseberry. Oui, et bon, c'est magnifique quand on parle de couture, mais son défilé aussi, il était très beau. C'est pas très portable peut-être, mais c'est vraiment magnifique. Et la mise en regard des deux marche très bien. On comprend l'importance de Schiaparelli dans les années 30, comment elle a révolutionné vraiment le vêtement. Elle est la première à faire des petits pullovers avec des nœuds en trompe-l'œil dessus, qui sont des choses qui sont incroyablement modernes pour l'époque. Elle a énormément travaillé avec des artistes, elle a fait des collabs incroyables. Elle était proche de Cocteau notamment. Et puis... Cocteau qui était un peintre, voilà, un artiste, voilà.
Et il y a voilà, il y a tout ça dans l'expo, il y a énormément de choses à voir et c'était une femme vraiment extraordinaire. Et si je peux me permettre, en plus, ses mémoires viennent d'être republiées. Shocking Life. Ouais, ça s'appelle Shocking, ouais, et comme le rose qu'elle a créé. Et c'est un truc que je m'attendais pas en fait à lire. C'est extrêmement bien écrit, c'est-à-dire qu'il y a une vraie valeur littéraire du livre en plus de juste ses mémoires. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. J'en parle dans l'article que j'ai écrit sur l'exposition, qui me permet aussi de rappeler qui était Elsa Schiaparelli, cette grande créatrice qui faisait donc de l'ombre à Chanel, mais pas que. Enfin, c'était effectivement, comme vous le disiez, une proche de Cocteau, de Man Ray, et elle-même était une artiste surréaliste quelque part, et son champ, son terrain d'exploration artistique, c'était la mode en fait. C'était vraiment une artiste, mais aussi une génie marketing, du business aussi. Enfin, hyper intéressante et novatrice. Ce qui est intéressant aussi dans ces années-là, c'est tout ce qui est avant-guerre, avant Deuxième Guerre mondiale. Les femmes, la mode est un des seuls terrains où elles peuvent devenir vraiment indépendantes et s'enrichir et avoir un business seul. Il n'y en a pas beaucoup en fait d'autres milieux où c'est possible. Et en fait, avant la guerre, il y a Vionnet, il y a Lanvin, il y a Chanel, il y a Schiaparelli. Madame Gray, il y a beaucoup plus de femmes qu'après-guerre, en fait. Et c'est assez vertigineux de se rendre compte qu'on les a presque toutes oubliées aujourd'hui. On se rappelle de Christian Dior, de Yves Saint Laurent, de Paul Poiret. C'est ça, les hommes, on se rappelle des hommes et on se rappelle d'Hubert de Givenchy qui a pris la relève de Elsa Schiaparelli chez Schiaparelli une fois qu'elle a pris sa retraite. Donc c'est fou qu'on se rappelle d'Hubert de Givenchy qui était juste... Bon, après, il a eu sa carrière, évidemment. Il a eu sa carrière à lui, c'est pour ça aussi. Mais pourquoi on se rappelle de lui et pas de Elsa En tout cas, Elsa, là, son nom de famille revient sur le devant de la scène mode. Mais oui, tu parlais de sa biographie, donc Shocking Life. Je la cite notamment d'ailleurs, un passage qui m'a beaucoup interpellée. Elle dit, donc Elsa, elle est née dans une famille assez aristocratique en Italie. Et sa famille lui rabâche dès sa plus tendre enfance qu'elle est moche. Et donc elle a intérêt à développer un intellect, de la créativité et tout, ce qu'elle fait très bien. Et au fil des rencontres, je vous raconte tout ça plus en détail dans l'article évidemment, mais elle finit par se lancer dans la mode. Et voilà. Et en fait, à un moment, elle écrit dans ses mémoires, du coup, qu'elle voulait développer un visage couvert de fleurs comme un jardin. Non, excusez-moi, j'ai trop raté ma citation, mon Dieu, le moment émotion est raté. Elle avait avalé des graines, non? Exactement, ouais. Elle a voulu planter des graines dans sa gorge, ses oreilles et sa bouche dans l'espoir de faire pousser un visage couvert de fleurs comme un jardin paradisiaque. Ce que je trouve assez somptueux et représentatif de sa manière de se concevoir, de concevoir la mode et même son approche créative où en fait souvent elle déplace les choses, elle va mettre des chaussures sur la tête, des poches là où il n'y a pas besoin, quitte à ce que ça ressemble à des mamelles animales ou d'autres choses encore. On parlait tout à l'heure, Sarah, tu disais oui, les dés à coudre au bout des doigts chez Jean-Paul Gaultier par Olivier Roustin, ça m'a rappelé Schiaparelli. Schiaparelli, elle faisait beaucoup de jeux comme ça, à placer des choses là où on les attend pas et tout. Bon, après des dés à coudre au bout des doigts, c'est normal. Mais en plus, actuellement encore aujourd'hui, le directeur artistique de Schiaparelli, Ross Berry, utilise encore ce jeu en fait, avec le trompe-l'œil, etc. Ces jeux avec les doigts, les oreilles, le nez, les yeux aussi. Et avec sa petite touche dorée aussi. Il ressort énormément ces petits jeux avec la couleur dorée. C'est plus qu'une petite touche même. C'est ça. Et moi, je trouve ça incroyable en fait. C'est pour ça que je kiffe vraiment. Vraiment. Oui, alors donc pour le dire rapidement, Daniel Roseberry, c'est le directeur artistique de la maison Schiaparelli. Schiaparelli, elle est morte. Merci de... Je précise, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais l'exposition, la rétrospective de son œuvre, qui va de elle à Daniel Roseberry aujourd'hui, elle vient d'ouvrir au Musée des Arts Décoratifs le 6 juillet 2022 et ça s'étend jusqu'au 22 janvier 2023. Voilà, donc c'est au 107 rue de Rivoli, mais je ne suis pas assistante, je rigole. Ça me fait très plaisir de vous le dire parce que cette expo est géniale, allez-y, foncez-y. En plus, les musées, il fait frais, c'est parfait pour la canicule. Amenez vos dates, amenez votre famille, qui vous voulez. Venez comme vous êtes, évidemment. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut se raconter? Est-ce qu'on parle rapidement du documentaire sur Victoria's Secret qui vient de sortir? Ou est-ce que on a terminé ce tour de l'actualité? Non, en fait, plutôt que Victoria's Secret, je vais vous envoyer rapidement le lien parce que vous regardez vous-même. Ça, on sort un peu du luxe, là. Ouais, j'ai l'impression qu'on en a parlé 1000 fois, donc on va pas s'étendre là-dessus. Je voulais aussi vous parler rapidement des marques de mode aux États-Unis qui s'engagent pour financer l'avortement de leurs employés
et aussi de la société en général. Mais je vais vous envoyer les liens de l'article, ça ira beaucoup plus vite. Mais en revanche, beaucoup plus proche de nous, je voulais vous parler de la députée Marie-Charlotte Garin qui, pour arriver à l'Assemblée nationale, donc elle vient d'être nommée députée, a reporté la robe de Cécile Duflot, iconique. La fameuse. C'est drôle que tu dises iconique, Sarah. Moi, j'aurais plutôt dit scandaleuse, ou plutôt à cause des sexistes. C'est ça le scandale, c'est du côté des mecs qui n'ont pas pu s'empêcher de faire plein de commentaires misogynes. Hein, voilà, ça change pas. Donc, Ivan, est-ce que tu veux bien nous raconter cette histoire autour de la robe de Cécile Duflot à l'époque ou... Est-ce que tu veux ton propre livre? C'est en 2012, je veux bien mon propre livre. Non, parce que, en fait, donc, Cécile Duflot, à l'époque, prend la parole et donc descend dans l'hémicycle au micro. Et c'était juste pour retrouver donc, cette citation. Elle porte une robe très décente, hein, avec des fleurs, un motif à fleurs bleues. C'est ça, une robe Boden qu'elle porte du coup quand elle est donc à l'hémicycle le 17 juillet 2012. Elle porte cette robe et il y a plein de gens dans l'Assemblée nationale qui la sifflent et qui font des bruits d'animaux. Je suis toujours gênée quand je dis que c'est une robe décente, parce que même si elle était indécente, entre guillemets, ça n'aurait pas été une raison pour la siffler comme des animaux. Mais en plus, la robe n'a vraiment... Elle ne découvre rien, elle est juste un peu féminine par son motif. Et voilà, oui, c'était... En fait, j'ai un chapitre sur les femmes dans mon livre. Elle est très girly, en fait, par rapport au motif. Enfin, voilà, c'est ça. Mais est-ce qu'elle est vraiment très girly? Enfin, c'est une robe sur fond blanc avec des fleurs bleues, quoi. Ouais, mais c'est très rétro. Enfin, elle est assez rétro. Du coup, c'est une ligne un petit peu féminine, mais... Effectivement, mais je crois que Cécile Duflot elle-même l'a dit à un moment. Elle a dit, j'ai choisi cette robe justement parce qu'elle faisait un peu daronne et je la trouvais très... décente. Et donc, j'avais mis en ouverture du chapitre sur les femmes cette phrase de Patrick Balkany, ce grand homme, qui dit « Peut-être avait-elle mis cette robe pour qu'on n'écoute pas ce qu'elle avait à dire ». Ça m'avait tellement choquée, parce que c'était en 2012 quand même, on n'est pas en 1954. Ouais, quel gros c'est porc. affolant. Je suis désolée, mais là, quel gros porc. Les termes sont dits, merci Sarah. Donc là, je vous remets à droite donc Cécile Duflot dans la fameuse robe Boden, et on peut voir les hommes en arrière-plan dans toute leur magnificence, dans toute leur masculinité, you know. Et à gauche, Marie-Charlotte Garin, qui est la députée en 2022, donc 10 ans plus tard, qui a reporté cette robe. Donc c'est la même. Elle est mime sur cette robe. Elle est très mime, ouais. Et cette fois-ci, elle la porte avec des baskets, mais on voit pas très bien. Voilà, c'est les aléas du montage photo. Mais donc elle a pas pris la parole. Alors si, je peux vous raconter rapidement ce qui s'est passé. Alors en gros, elle a un peu teasé le truc en tweetant je reporte la robe. Je vais vous dire ça avec précision car je suis journaliste et que c'est mon métier. Elle a tweeté, je vous mets un lien vers l'article, je vous le mets même en affichage, vous voyez, comme je suis professionnelle. Donc Marie-Charlotte Garin tweet le jour où elle rentre dans l'Assemblée, donc le 28 juin 2022, ouverture de la 16e législature et un parfum de transmission dans l'air, #DirectAN pour Direct Assemblée nationale. Et donc on voit un bout de son genou avec la fameuse robe. Donc teasing, on se dit mais est-ce que c'est vraiment la robe de Cécile Duflot? Et en fait, très vite, elle confirme. Elle dit « Merci Cécile Duflot d'avoir été de celles qui ont ouvert la voie pour les femmes en politique et pour la transmission d'une écologiste à l'autre. Je nous sais très nombreuses et déterminées au sein de la NUPES pour défendre les droits des femmes et des minorités sur ce mandat. » Et ensuite, Cécile Duflot l'a remerciée. Elle a écrit après le musée, point de suspension, l'histoire des femmes se tricote entre générations. Bonne chance à la Benjamine des députés écolos et à tous les parlementaires qui auront au cœur de leur action le combat pour l'égalité, la justice sociale et le climat. Donc voilà, elles se sont fait des petits clins d'œil sur Twitter. Ça a été évidemment relevé par plein de médias en disant « Waouh, trop cool et tout, machin ». Mais en fait, c'est surtout symptomatique du chemin qu'il reste à faire. Parce que c'est une robe, symbole de sexisme en fait en politique, symbole du poids de tout ça. C'est surtout là, c'est l'Assemblée nationale, c'est pas n'importe quoi là. Et en fait, on a un peu ce petit arrière-goût de l'ambiance là-bas. On se dit, ah ouais, avec les lois qui se passent, nos droits, etc., ça nous étonne pas que des fois c'est bâclé, des fois il y a des gens qui se permettent de parler pour nous, alors que en fait on leur a rien demandé. Enfin, ça montre un petit peu l'ambiance en fait. Je trouve que le fait qu'elle est venue avec cette robe, etc., qui a eu toutes ces ces réactions, pour moi, ça donne en fait cette ambiance. Voilà ce qui se passe, voilà l'ambiance, voilà comment sont les gens, voilà comment sont les hommes politiques là-bas.
Toi, ça te fait quoi de voir cette robe aujourd'hui, Ivan, re-rentrer à l'Assemblée nationale? J'ai envie de dire, je pense que ça, on a beaucoup avancé depuis 2012, mais en fait, en 2012, j'étais déjà extrêmement choquée qu'on en soit encore là. Mais c'était vraiment une bonne chose, en fait, qu'elle mette sa robe et qu'on puisse mesurer concrètement avec un vêtement l'ampleur du sexisme à l'Assemblée nationale. Et puis, moi, je crois que c'est depuis les élections législatives, là, je crois que la parité a reculé encore à l'Assemblée nationale. Il y a moins de femmes que dans la législature précédente. Effectivement, je vais vous mettre un article à ce sujet-là, d'ailleurs, dans le chat dans quelques minutes. Bah voilà, super. Car je suis un homme multifonction, voilà. On est connectés. Mais oui, effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi, Ivan, et avec toi, Sarah. Pile 10 ans après, c'est assez dingue de voir... Enfin, c'est important de mesurer le chemin parcouru, même aussi petit soit-il, mais ça reste dans la bonne direction. Même si... Ouais, et en fait, je trouve que c'est presque de l'ordre du retournement du stigmate sexiste, en fait. Elle porte cette robe pour dire « Ah, bah, vous la jugiez indécente il y a 10 ans, et ben voilà, je la remets, et qu'est-ce que vous allez faire, quoi ?» Et j'adore. Voilà. En tout cas, l'exemple de Cécile Duflot, c'est vraiment un excellent exemple des gens qui pensent que le vêtement n'est pas politique, ou que c'est vraiment l'exemple inverse, quoi, du pouvoir du vêtement, du lien entre le vêtement et la politique, à quel point un vêtement peut être politique. Et il y a... Voilà, c'est pas du tout fini, quoi. Il y a du chemin à faire encore. Effectivement, entièrement d'accord avec toi. Quelle transition parfaite vers toi, ton parcours, ta vie, ton œuvre. Bonjour, raconte-nous tout. Mais c'est pour ça qu'on est là dans cette émission, le JT Mode, effectivement, parce que le vêtement est éminemment politique. C'est ce que je me tue à dire et à écrire tous les jours sur mademoiselle.com. Vous savez, ce site derrière lequel il y a des articles. Effectivement, et d'ailleurs, donc là, j'ai mis ton livre en mode placement de produit subtil. Discret. T'as vu comme je suis un bon promoteur. Ça paie comme jadis, ça pèse son pesant de cacahuètes. Donc, aux éditions Robert Laffont, écrit par... Non, attendez, est-ce que je dis pas des bêtises? Non, je rigole. Je sais évidemment que c'est Robert Laffont. Écrit par Ivan Jacob, juste ici avec nous. Donc, Sapé comme jadis, comment est-ce que tu présenterais brièvement ce livre? C'est des portraits, il y en a 60, de personnalités, de personnages historiques, et qui ont eu un lien avec le vêtement. Alors, c'est le cas de presque tous les personnages historiques, parce que Tout le monde s'habille? Tout le monde s'habille. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et d'autre part, comme c'est des personnages historiques, il y a aussi beaucoup de personnages de pouvoir, et la mode, le vêtement plutôt que la mode, est extrêmement présent dans l'histoire, parce que ça a été un média de pouvoir, un vecteur de pouvoir, une façon d'afficher son pouvoir. Et en fait, ça partait du constat que l'histoire de la mode sous cet angle-là n'était pas tellement racontée. Et moi, comme j'avais fait Sciences Po et que j'avais fait après une école de mode, l'IFM, j'avais envie d'intéresser les gens de la mode à cette histoire et les gens de Sciences Po à la mode qui peut être un peu dénigrée dans ces cercles-là. Ok, donc tout le monde s'habille et depuis longtemps, et ça veut dire quelque chose. Et ça veut dire des trucs. J'ai une question pour mais Sciences Po, parcours... comment ça se fait qu'au niveau de la mode, c'est assez critiqué, c'est assez, comme tu disais là? Je sais pas, je pense que c'est encore pensé comme quelque chose de frivole, tout simplement, et pas comme une discipline universitaire. Donc quand on est en école, quand on est dans un parcours universitaire, c'est un peu moins valorisé. Et alors, c'est en train de beaucoup changer. Depuis 10 ans, la mode est en train de devenir une vraie discipline universitaire. Il y a des masters qui se créent. Il y a c'est en train de devenir vraiment une discipline, même si c'est pas une discipline à part entière. Ça reste, par exemple, si on fait de l'histoire de la mode, et en fait, on est en histoire ou en histoire de l'art. Il n'y a pas un parcours. Il n'y a pas un parcours spécifique, en fait, encore. Ouais. Mais, si on fait un doctorat, je veux dire. Mais c'est quand même énormément en train de changer. En fait, les fashion studies dans le monde anglo-saxon, ça existe depuis beaucoup plus longtemps. C'est depuis beaucoup plus longtemps considéré comme un vrai sujet. Et c'est en train d'arriver aussi en France. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de gens qui choisissent ça comme sujet de thèse. Il y a des associations de chercheurs qui se créent. Donc, c'est vraiment en train de devenir une discipline à part entière.
Donc les Fashion Studies, petit point contact, car je suis là pour ça aussi, c'est le champ disciplinaire académique, qui étudie la mode, la sociologie de la mode, la sémiologie de la mode, ce genre de choses. Donc c'est tout un champ académique en fait, qui est beaucoup plus reconnu effectivement dans le monde anglo-saxon qu'en France, mais ça bouge ici aussi. Il y a Culture de Mode qui fait un taf formidable, il y a plein de chercheurs et chercheuses, de toute façon qu'on va recevoir aussi dans cette émission, le JT Mode, qui est une émission mensuelle, qui va au-delà des étiquettes. Effectivement, c'est tout ce qui me passionne, en tout cas, de raconter à quel point la mode est politique, à quel point la mode est sociale aussi. Donc voilà, c'est hyper intéressant d'étudier tout ça. Et du coup, on parlait de Sciences Po à l'instant, mais du coup, en fait, on va commencer par le début. Ivan, le CV. rapidement, le CV rapidement, pour parler rapidement du présent. Je suis née en 1987. Oh, waouh! Ouais. Et mais en fait, pourquoi est-ce que tu es allée vers Sciences Po et c'était quoi ton rapport à la mode avant de commencer tes études supérieures? Excellente question. J'ai toujours été intéressée par le vêtement plus que par la mode quand j'étais petite. Je pense que ça vient de là. J'aimais bien regarder ma grand-mère, mes tantes, ma mère s'habiller, voir qu'on ne s'habillait pas de la même façon en fonction des événements. Alors ça me questionnait beaucoup. Il fallait être bien habillé pour certains moments et je me disais mais pourquoi on s'habille bien pour certains moments et puis au quotidien on mérite pas les autres qu'on croise au quotidien on mérite pas. Ils méritent pas qu'on s'habille bien pour eux aussi. Et puis après, à l'adolescence, j'avais un style vraiment déplorable, grunge, de l'enfer. Oh là là. Et d'ailleurs, on a des photos. J'ai grandi à Brest, il y a une mode punk à chien qui a duré tard. Et j'aimais bien justement m'habiller n'importe comment au moment où il fallait pas le faire pour faire enrager ma mère. Mais bon, en tout cas, j'avais vraiment Effrontée. Oui, l'adolescente. Et j'étais vraiment intéressée par ces questions, mais vraiment plus du vêtement et de la façon dont on se présente aux autres, beaucoup plus que de la mode. J'ai jamais lu Vogue, par exemple. Ça m'a jamais intéressée. Je regardais assez peu les défilés, etc. Et bon, ensuite, j'ai fait des études de sciences politiques parce que l'histoire, l'économie, etc., c'était des sujets qui m'intéressaient. Je voulais faire plutôt du journalisme. Et puis après, j'ai pas fait du journalisme pour un certain nombre de raisons quand j'ai fait mes stages dans le journalisme parce que ça m'a déplu. Et en fait, à la fin de Sciences Po, j'ai travaillé dans une agence de communication, une agence de pub aussi. Et je me disais, bon, j'ai fait un travail sérieux, mais finalement, ça me paraît pas beaucoup plus sérieux que la mode. Et donc, ça continuait de me trotter dans la tête. C'était devenu plus une passion, un truc que je suivais beaucoup. Et c'est là que j'ai entendu parler de l'Institut français de la mode et que j'ai passé le concours et que j'ai fait cette année qui était vraiment merveilleuse. C'est une super école. Parce que des fois, on fait un master ou on fait un truc en plus et c'est parfois un peu du bullshit ou on sait pas toujours de très bon niveau. Et l'IFM, c'est vraiment de très bon niveau. On apprend vraiment énormément de choses. On apprend des choses qui sont aussi bien de l'histoire de la mode que du marketing, que du retail. Enfin, rien n'est laissé de côté. C'était vraiment super. Et donc, à la fin de l'IFM, j'avais le choix de continuer dans la communication, c'est-à-dire de faire à peu près ce que je faisais avant, mais dans le secteur de la mode. Ou ça, on peut aussi aller chez L'Oréal, on peut aussi faire de la joaillerie ou des choses comme ça. Et je me disais, bon, j'ai pas fait ça juste pour faire la même chose, mais dans une marque de mode. Et donc, j'ai complètement changé de secteur. J'ai fait ce qui s'appelle le parcours produit à l'IFM et je suis arrivée dans un studio de mode qui était celui de Chris Van Acht, qui avait sa marque propre à l'époque, qui n'existe plus. Au moment où il était DA de Dior, maintenant il est chez Berluti. Je crois qu'il est toujours chez Berluti. Oui. Voilà. Et donc là... Il a remplacé Albert Ackerman. Je ne suis que tristesse. Pardon. Bon, moi j'aime beaucoup Chris, c'est un amour. Coucou Chris, si tu nous écoutes, bisous. Ouais. Et voilà, donc là j'ai découvert le studio et je me suis dit mais ça c'est fantastique. Ne paniquez pas dans le chat, je vais vous écrire le nom en toutes lettres de Chris Van Acht, car c'est un belge qui s'écrit difficilement. Non, est-ce qu'il est belge d'ailleurs? Oui. Je pars du principe que tout le monde est belge dans la Belge. Ouais. Tout le monde est belge dans la mode, excusez-moi. Totalement flamand, pardon, excusez-moi. Voilà, et néanmoins adorable. Hein. Mais j'adore les Belges. Oui, mais les Flamands, on les connaît un peu moins que les Belges francophones. Et voilà, bref. Et donc au studio, j'ai découvert tout à fait autre chose et j'ai découvert comment on faisait une collection. J'étais beaucoup en contact avec le produit. Alors je m'occupais plus de production, donc de vérifier les têtes de série, d'être en contact aussi avec les boutiques parce que c'était vendu dans des concept stores à travers le monde. Et voilà, et c'est comme ça que je suis arrivée vraiment dans la mode au sens concret du terme. D'accord.
Dites-nous dans le chat si vous avez des questions, d'ailleurs, évidemment. N'hésitez surtout pas, on va vous lire avec plaisir. Sur des choses qu'on vient de dire ou autres. Je viens de vous envoyer le Instagram de Chris Van H, si vous voulez aller le suivre. Voilà, c'est en anglais, ce n'est pas en flamand, ne vous inquiétez pas. D'accord, mais j'ai l'impression que c'est assez récurrent, les gens qui s'auto-censurent d'aller dans la mode en mode « Ah, mais c'est pas assez sérieux, je vais essayer de faire des études sérieuses » et après ça les rattrape et tout. Moi, c'était un peu mon cas aussi, j'avoue. Surtout, on n'imagine pas l'amplitude du travail qui existe, des métiers qui existent dans la mode. En fait, il y a énormément de choses à faire. Et moi, j'aurais jamais pensé. D'ailleurs, je pensais que quand on travaillait au studio, on était forcément créatif, alors que c'est pas le cas. En fait, il y a des gens qui sont là pour développer les marques, l'aspect commercial, l'aspect marketing, etc., et qui travaillent au plus près de la création, mais qui sont pas des créas. Et quand on fait justement le parcours management de l'IFM, c'est un parcours qui a pour but de former les gens qui entourent la création. Le scolaire dans la mode, c'est un sujet. Hein. Oui. C'est un sujet. Effectivement, c'est extrêmement large. Il y a énormément de métiers de la mode. Il n'y a pas que le côté créatif, comme tu viens de le dire, Ivan. Le management du luxe, mais pas que du luxe d'ailleurs, c'est hyper. Ça nécessite plein de compétences et de métiers différents. Et voilà, vous pouvez être quelqu'un de très littéraire ou très chiffre et aller dans la mode. D'ailleurs, il y a beaucoup de binômes, comme ça, c'est beaucoup de storytelling aussi, mais de grands noms de la mode qui fonctionnent en binôme, en mode lui c'est la tête pensante et lui c'est l'artiste un peu torturé, mais ensemble ils y arrivent. J'ai dit il, mais en fait c'est aussi parfois des femmes, parfois des couples, un homme et une femme aussi évidemment. Je pensais à Pierre Berger et Yves Saint Laurent, il y en a un qui était côté business et l'autre côté art. Voilà, mais il y a aussi d'autres personnes. Effectivement, il y a d'autres personnes. Il y a le créateur de Ami, je sais plus comment il s'appelle. Alexandre Mathieusi ? Ouais. Avec qui ? Mais il me semble qu'il est en couple avec une femme. Non, il est très très homosexuel. J'avais l'impression que dans une interview, il a dit ma femme et moi, c'est pour ça. Non, ça doit être une expression. Je pense que ça doit être une expression, alors excusez-moi. Non, je crois que t'as raté la blague. Non, il vient de la danse et ça n'a rien à voir avec le fait d'être gay. Mais je connais bien sa biographie et non, il ne mange pas de ce pain-là. D'accord. Mais donc, Alexandre Mathieusi, c'est le directeur artistique de la maison Ami. Voilà. Et ce que je voulais vous dire, je pensais plutôt au couple derrière Copernic, qui sont Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer. Il y a plein de couples comme ça à la tête de maison. Il y a aussi le couple à la tête de Esther Manas, qui est une marque géniale, body positive, Balthazar et Esther Manas. Ah bah oui. J'avais même vu le défilé il y a quelques mois. J'étais au défilé et franchement, c'était... super beau, ils étaient tout mignons tous les deux à la fin et tout, franchement. Ouais, c'est adorable. Et surtout, c'est beaucoup d'innovation. J'ai dit body positive, mais c'est un résumé de marketeurs injuste par rapport à leur créativité et l'innovation technique qu'ils amènent dans la mode. Parce qu'en fait, c'est des vêtements taille unique qui sont ajustables pour plein de morphologies différentes en fait. Et ce qui est assez génial, c'est qu'en fait, ils prennent plein de savoir-faire, notamment de la lingerie, pour rendre la mode ajustable en fonction de l'évolution de votre propre corps, ou si vous voulez le prêter à une copine ou un copain ou autre. Si vous êtes enceinte, par exemple, votre corps évolue beaucoup, peut-être que cette même robe, vous pouvez la porter au premier mois de grossesse, comme au 9e mois de grossesse, comme pendant le postpartum. Voilà, vous la portez comme vous voulez parce qu'elle est ajustable grâce à des systèmes d'élastique, d'agrafes ou de fronce aussi. Voilà, c'est assez intéressant. Ou de smock, c'est assez intéressant son travail. D'ailleurs, je vous raconte tout ça et je vais le mettre dans le chat. Et je change de plan car je suis professionnelle. Voilà. Et tu connais un peu Esther Manas, Sylvain ? Je connais un peu, surtout parce que j'en vois sur les réseaux sociaux en fait. C'est vrai que ça fait parler pas mal, Esther Manas, ouais. Et il y a, j'en profite pour faire de la pub, mais Saveria Mandela, qui est une excellente critique de mode, a fait une interview dans sa newsletter. Voilà. Vous pouvez la mettre sur Instagram. Effectivement, je peux mettre l'Instagram de Saveria Mandela que j'interviewe très souvent sur Mademoiselle. Ouais, elle a fait une longue interview de deux qui est très intéressante. Ouais, il y a Lodi78 qui demande est-ce que c'est la marque avec beaucoup de cut-out et des tissus qui rebondissent ? Oui, c'est une assez bonne description. Ouais, voilà, c'est ça. J'imagine que c'est les smocks en fait qui permettent cette extensibilité. J'adore les tissus qui rebondissent. Ouais, c'est ça, tissus qui rebondissent. On a envie d'en porter. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Donc tu racontais que tu étais devenue directrice de collection, qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais, alors ça c'était quand même plus tard. Donc après KVH, j'ai travaillé pour une petite marque qui n'existe plus, mais j'avais envie de voir
ce côté. Je faisais de l'homme aussi, donc ça c'est important. Pendant la moitié de ma carrière, j'ai fait de l'homme, et puis les 7 dernières années, là, j'ai fait de la femme. Et donc après, j'étais dans une petite boîte un peu en mode start-up où on faisait tout nous-mêmes. Et donc là, j'ai commencé à aller beaucoup en usine pour la prod, de comprendre vraiment comment on développait une collection et comment on la fabriquait pour la vendre. Et ensuite, ça va pas vous plaire, mais je suis allée chez Yves Salomon Fourrure pendant quelques mois. Et bon, ça m'a quand même vraiment déplu d'utiliser de la fourrure neuve. Mais de première main. De première main. Et alors là, j'en profite pour faire passer un message parce que j'ai des fourrures de seconde main. Et il y a des gens qui supportent pas la fourrure, ce que je comprends, mais qui portent quand même du cuir, ce qui n'a pas de sens. Ouais. Et je préfère 1000 fois avoir de la fourrure de seconde main que la fausse fourrure en pétrochimie totalement non dégradable. En termes de pollution, voilà. Ouais. Donc si les animaux sont déjà morts depuis 20 ans, vaut mieux les porter que de mettre de la fausse fourrure. Ou alors pas de fourrure du tout si vraiment on supporte pas la fourrure. Mais en tout cas, la fausse fourrure, c'est un drame écologique. Je fais une petite parenthèse à ce niveau-là. J'ai tout un podcast sur les matières dans la mode qui s'appelle Matières premières au pluriel. Matière avec un S, première avec un S, sur justement ces questions de est-ce que ça vaut mieux de prendre du cuir végétal, non pardon excusez-moi, du cuir animal, du vrai cuir, ou alors du simili-cuir qui serait soit issu de l'industrie pétrochimique, soit soi-disant de végétaux, en fait la biomasse, donc ils vont vous dire du cuir d'ananas ou du cuir de pomme, mais en fait c'est 20% de végétal et 60% voire plus de plastique. Et voilà, donc voilà, il y a aussi un épisode sur la fourrure. Donc qu'est-ce que c'est que la fourrure, comment c'est produit, est-ce que c'est un déchet de l'industrie agroalimentaire ou pas, dans quelle mesure, et qu'est-ce que c'est que la fausse fourrure et dans quelle mesure c'est du plastique, est-ce que des simili en végétaux existent, qu'est-ce que ça vaut, est-ce que ça se dégrade pas plus vite, etc. Donc voilà, allez écouter Matières premières, c'est passionnant. Mais pardon, donc Yves Salomon. Voilà, et donc ça, c'est quand même, j'avais pas envie de participer à ce business-là. J'ai appris énormément de choses. C'est sans doute là où j'ai appris le plus de choses parce que c'est un travail qui s'apparente quand même à de la haute couture. C'est extrêmement délicat. Il y a une vraie expertise. C'est très intéressant. Et ensuite, comme j'avais vu plusieurs types de maisons, je suis partie chez Another Stories parce que ça, j'avais pas encore connu. C'est une maison du groupe H&M. Donc voilà, c'est un grand groupe, une grande maison de fast fashion. Et j'y suis restée plusieurs années. Et là, je viens d'en partir parce que ça a été un long processus parce qu'il fallait que je trouve quand même quoi faire après, comment gérer cette transition. Mais je supportais absolument plus de produire des vêtements neufs. Et c'est quelque chose que je ne veux plus jamais faire et j'espère que je le ferai plus jamais. Parce que bon, ça reste quand même mon métier. Donc si jamais... à un moment, je dois retrouver un emploi salarié. Il faudra sans doute que je retourne dans la mode, mais en tout cas, pas dans cette industrie-là. Donc, ta consommation de la mode, maintenant, c'est full seconde main, c'est ça ? Tout à fait. Enchantée, Sarah. Et non seulement pour moi, mais aussi pour mon fils. J'ai un petit garçon. Il existe une masse de vêtements déjà produits pour les enfants. C'est totalement délirant. Il y a vraiment, je pense qu'on peut arrêter de produire là pour les 30 prochaines années. Ah mais fou là. Et c'est fou tout ce qu'on... Vive la seconde main, vraiment. Franchement, la seconde main, on trouve tellement de vêtements, on trouve tout. Il y a tout ce qu'il faut. C'est ça. Il n'y a pas besoin de se casser la tête, aller je sais pas où. Enfin, voilà quoi. Pour les enfants et beaucoup d'adultes, oui. Après, quand on est une personne qui a une grande taille, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué de s'habiller en seconde main. Notamment parce qu'il y a plein de jeunes qui prennent des vêtements taille 60 et qui les découpent pour en faire un set. Je prends un blazer ou une grande robe et en fait, je fais un truc 2 pièces trop stylé, kawaii pour Instagram. Mais en fait, derrière, il y a des personnes qui font vraiment cette taille-là qui peuvent pas s'habiller. Donc en fait, il y a plein de questions éthiques aussi autour de la seconde main à se poser. Et, alors, pour ceux qui peuvent. Pour ceux qui peuvent et qui ont le temps. Et effectivement, c'est intéressant. Mais la seconde main, oui, je dis pas du tout que c'est mal. Hein. Je dis juste que... Oui, non, mais il y a des nouvelles... En plus, il y a des questions... encore, c'est un problème. Mais c'est comme... En vrai, la seconde main, malheureusement, c'est un problème au niveau des grandes tailles. Pourquoi ? Parce que déjà, lorsqu'on... Dans la première main, c'est un problème, construction, déjà. En fait, la première main, c'est un problème, c'est ça. Donc c'est sûr qu'à la seconde main, il y aura aussi ce souci-là. Donc effectivement, on voit maintenant beaucoup de oversize, beaucoup de plus size dans les friperies. Et comme tu disais, il y a malheureusement des jeunes qui font pas forcément ces tailles-là, qui les prennent et qui font des trucs, qui découpent le vêtement parce que vas-y, c'est trop stylé. Mais oui, effectivement, il faut aussi penser aux personnes de grande taille qui ont besoin de ces vêtements-là.
au lieu des personnes qui ne font pas forcément cette taille, même plus petite taille, mais parce que vas-y, c'est stylé, parce que c'est oversize. Non, enfin, faut laisser aussi aux personnes qui n'ont pas forcément autant d'habits que nous, on a à la base, en fait, de possibilités d'habits, en fait. Donc oui, malheureusement, la seconde main est touchée à cause de la première main en termes de taille. Après... Il y a plein d'autres questions en plus. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de questions sur le business de la seconde main, sur l'origine des pièces, sur la façon dont ça traverse la planète, parfois, les grands stockistes, etc. Mais je pense que ça va se réguler. Là, c'était un peu anarchique parce que ça a grossi énormément ces dernières années. Mais il faut évidemment poser des questions, réguler ce business, etc. Pour moi, le problème majeur, il est de la surproduction. Oui. Par la fast fashion la surproduction, en fait, dans le sens où en fait on produit des vêtements qu'on n'a pas besoin, en fait. C'est non seulement ça, et qui parfois se vendent pas, parce qu'en fait le problème de produire avant achat, donc en fait il faut expliquer que dans le luxe, généralement il y a des achats avant la production, donc n'est produit que ce qui s'est vendu, ce qui va se vendre. À peu près, hein. C'est pas exactement ça, mais c'est à peu près ça. Et tandis que la fast fashion produit des vêtements qu'elle essaye ensuite de vendre. Et souvent se trompe parce qu'il y a plein de modèles qui ne fonctionnent pas, et là on a un énorme problème de stock dont on ne sait pas quoi faire, qui est détruit plus ou moins légalement. Alors je crois que la loi vient d'interdire ça, de brûler les produits, les invendus, de s'en débarrasser. Les invendus, c'est vraiment un énorme problème dans la fast fashion, et même dans le domaine du luxe, parce que ça aussi, ça a touché là-dessus, parce que pour la Maro peut-être c'était par exemple pour Burberry au niveau des trench coats. Ah ouais. Oui, alors je vais vous faire un petit point législation. Alors effectivement, dans la fast fashion comme dans le luxe, il y a le même problème de stock et d'invendus. Sauf que dans la fast fashion, ça s'opère un peu autrement. C'est que pour plein de marques de fast fashion, donc, dont les vêtements coûtent un petit prix parce qu'elles font des économies d'échelle, en fait, elles produisent en énorme quantité pour que chaque pièce leur coûte moins cher. Et ben souvent, ça leur coûte moins cher de détruire une pièce qui ne s'est pas vendue que de la stocker. Et dans le luxe, ça s'opère autrement. La peur, c'est le déstockage parce qu'une pièce coûte très cher. En fait, ils préfèrent détruire ou rendre inutilisables certains vêtements pour éviter de dévaluer leur marque en la vendant dans des vêtements, dans des boutiques de déstockage, par exemple. Et donc, il y a plusieurs marques qui ont été épinglées dans ce genre de procédé. Il y a Burberry notamment, effectivement. Je vais vous envoyer un article sur la question dans le chat. Vuitton, j'ai pas vu ça. Oui, Vuitton, moi j'ai entendu parler de ça avec. Quand j'ai fait mes cours, on m'avait parlé de Burberry et Vuitton était dessus. C'est possible. Il y a Coach, en tout cas, un autre maletier, cette fois états-unien, qui a été pris comme ça, en flagrant délit en façade, on vous dit on adore être écolo et tout, et en coulisses, en fait, ils découpent leur sac à main pour éviter qu'il ne soit réutilisé. Quand ils les jettent à la poubelle. C'est dans la maroquinerie quand même. Ouais, ça se fait beaucoup parce que dans la maroquinerie aussi, c'est très compliqué de justifier pourquoi est-ce qu'on ne vendrait plus un sac puisqu'il n'y a pas de saisonnalité en fait. Le sac à main ne devient pas démodé aussi vite qu'un vêtement. C'est ça. Et un vêtement en hiver, c'est compliqué. Enfin, un vêtement d'été qui serait vendu en hiver, c'est compliqué, on peut le comprendre. Mais un sac à main, en fait, il n'y a pas de question de automne-hiver ou printemps-été, quoi. Mais je m'égare. En tout cas, en Europe, maintenant, il y a en tout cas, les cycles de tendance sont différents dans la mode. Plus lents, ouais. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des outlets qui se sont ouverts dans certaines marques. Et on a par exemple l'exemple que je pense que tout le monde connaît, c'est en Ile-de-France, même en fait dans toute la France j'ai remarqué, c'est la Vallée Village où on voit plein de marques de luxe qui ont ouvert des outlets et tout. Et là récemment, Christian Louboutin avait ouvert son outlet il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, à la Vallée Village. Ouais. J'ai même acheté une paire là-bas. Ok. Ok, merci Sarah, les bons tuyaux. Mais voilà, ouais, non, franchement, en ce moment, il y a de plus en plus de marques de luxe qui commencent à s'ouvrir dans les outlets. Et vu que là, on voit quand même des grands noms, etc., Balenciaga, Gucci, Christian Louboutin, etc., je pense qu'avec les mois qui vont suivre, il y en aura des nouveaux. En tout cas, ça pose plein de questions, effectivement, car ouvrir une boutique d'outlet, ça pose des questions de est-ce que ça dévalue ma marque ou pas. Il y a plein de marques qui ne veulent pas le faire. En tout cas, ce que dit la loi maintenant, c'est depuis le 1er janvier 2022, les industriels de la mode, mais aussi de l'hygiène ou encore de la périculture, n'ont plus le droit de détruire leurs invendus. C'est la nouvelle loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire qui s'appelle AGEC. Voilà, donc c'est depuis le 1er janvier 2022. Mais les outlets aussi, il y a plein de marques qui produiraient exprès pour des outlets, tu vois, dans une qualité moindre. Ouais. Souvent, c'est des licences et tout, donc ça pose plein de questions. Mais il y a d'autres
d'autres moyens de faire avec ces invendus, comme faire du surcyclage ou de l'upcycling, comme on dit en franglais. Il y a aussi d'autres méthodes, comme les donner en fait à des écoles de mode ou des choses comme ça. Donc voilà, il y a pas de problème, il y a que des solutions, surtout quand on a trop de matière. Voilà. En tout cas, c'était une longue parenthèse. Je ne sais plus dans quoi. On était en train d'en parler. On parlait de la fast fashion. Ah oui, voilà, donc tu ne veux plus travailler dans le neuf. Ça t'avait dégoûté de la première main. Travailler dans ce genre d'industrie. Voilà. Alors j'ai l'impression que le luxe parce que le luxe vend essentiellement des sacs, de la maroquinerie beaucoup plus que du prêt-à-porter. J'ai l'impression que c'est un peu moins dirty, un peu moins sale dans le luxe. Mais en tout cas, la fast fashion, même en fait, il y a énormément d'initiatives qui sont mises en place, et c'est pour ça que je suis assez partagée sur le sujet, parce qu'il y a énormément de petites marques qui disent faire des choses très propres. Bon, en plus, souvent, c'est quand même difficile à vérifier, mais les petites marques n'ont aucun pouvoir de négociation vis-à-vis des usines, et je pense que si les choses changent, ça sera avec des acteurs comme H&M. En fait, il faut que des acteurs comme H&M essayent à leur niveau, qui est énorme, de changer des choses, beaucoup plus que des petites marques. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est carrément renverser le capitalisme. Donc c'est quand même tant qu'à faire. C'est quand même un projet qui est tout autre. Mais tant qu'on produira en quantité des choses dont on n'a pas besoin, cette industrie a un énorme problème, dont on sait en plus qu'elle est extrêmement polluante. Il y a une question sur le chat, je ne sais pas si tu l'as vu Anthony, par rapport encore au niveau des invendus. Il n'y a pas moyen de détourner ça en envoyant les invendus à l'étranger pour être détruits là-bas. Détruits là-bas. Ouais, alors, l'Audi 78, merci beaucoup pour ta remarque. Effectivement, ça pose plein de questions. C'est ce qui se passe beaucoup, surtout du côté de la fast fashion, mais pas que. Il y a aussi le luxe qui fait ça. Souvent, ce qui se passe, c'est que déjà, ce qu'on jette, nous, dans des pays occidentaux, pardon, le terme est un peu fort. Ce qu'on met dans les bornes, le relais, pour les vêtements dont on veut plus chez soi. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, les bornes qu'on trouve souvent dans la ville chez soi, qui permet de mettre ses vêtements et tout. En gros, c'est grosses bennes, voilà, genre... On m'a dit de pas dire ben, donc arrêtez de dire ben. Franchement, je suis désolée. C'est vraiment des bennes. Ça ressemble vraiment à des bennes, on est d'accord. Ouais, voilà. Donc vous mettez les vêtements dont vous voulez plus, ou alors parfois vous les donnez à Emmaüs. Ce qui se passe, c'est que quand ils sont en mauvaise condition, qui sont difficiles à revendre ou même à redonner à des personnes qui en auraient besoin. En fait, c'est envoyé dans des usines, des décharges à ciel ouvert, qui ne sont pas des décharges en fait, souvent en Afrique subsaharienne, notamment au Ghana, où en fait ça pourrit. Enfin, en fait, c'est juste déversé comme ça dans des espaces peu habités, et ça se dégrade lentement, avec la pluie, le vent, etc. Parfois, ça tombe dans la mer et ça se détériore comme ça pendant des années et des années. Et sauf que c'est bouffé par la faune et la flore aquatique. Et donc, ça pose plein de questions écologiques. Et le pire, c'est pas que le textile aussi, il y a aussi l'électroménager qui est... Tout, en fait. En fait, tout est mélangé, en fait. Et effectivement... Je sais pas si vous avez vu les photos dans le désert d'Atacama au Chili. C'est vraiment, il y a des montagnes de fringues dont certaines ont encore parfois l'étiquette. Ouais, neuve, avec le prix dessus. C'est affolant. Et on va pas se mentir, ça vient souvent de pays occidentaux. Et bizarrement, ça va surtout dans des pays dits du Sud global, notamment en Amérique latine, ou en Afrique subsaharienne, ou en Asie du Sud-Est, quoi. Ouais. Voilà. Donc, c'est toujours les mêmes dynamiques coloniales. On adore. Mais voilà, donc il y a notamment des pétitions qui sont en train d'être mises en place pour éviter ce genre de choses, en fait, pour éviter que l'Afrique ne devienne la poubelle de l'Occident, mais pas que l'Afrique, en fait, aussi l'Amérique latine, comme on disait, l'Asie du Sud. Voilà, récemment, il y a Chine, par exemple, qui a dit... Ah là là, on va vous donner 14 millions, les pauvres Ghanéens, pour vous aider à vous occuper des vêtements dont vous n'arrivez pas à vous occuper dans vos décharges. Et voilà, c'est une opération flagrante de greenwashing. Mais bref, voilà, il faut savoir que souvent, c'est des femmes et des enfants qui essayent de trier les vêtements là-dedans pour les revendre sur des marchés. Dans le cas du Ghana, je parle. Voilà, donc je cite une responsable d'une asso, la fondation OR, je cite Liz Ricketts, qui racontait notamment... Ce sont des migrants économiques du nord du Ghana et ce sont souvent des femmes et des enfants dont certains n'ont que 6 ans. Elles portent des ballots de vêtements sur la tête qui pèsent 55 kilos, sont payées $1 par voyage et rentrent chez elles pour dormir sur des salles en béton. Certaines portent leur bébé sur le dos, parfois elles tombent en arrière à cause du poids des ballots et leurs enfants sont tués en dessous. Bon, ça c'est un exemple choc, mais c'est une réalité qui est systémique. Enfin, c'est vraiment des dynamiques structurelles comme ça où en fait c'est les pays occidentaux qui se déchargent sur des pays du sud global. Et ces pays n'ont pas les moyens de s'occuper de des tonnes et des tonnes de vêtements qu'ils n'ont pas demandé en fait. Donc oui, il y a moyen
détruire ses vêtements à l'étranger, mais en fait, à l'étranger, c'est où? Et dans quelles conditions? Et qui paye pour ça, en fait? Pourquoi est-ce que c'est eux qui devraient suffoquer sous le poids des vêtements dont on ne veut plus? C'est une question... Ouais, c'est un truc qui me choque beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est le nombre de comptes qui font les comparaisons entre Zara, qui est déjà pas la panacée, et Shein, qui est carrément le diable, pour dire, voilà, cette robe qui coûte, je sais pas, 30 balles chez Zara, je l'ai trouvée à 15 balles sur Shein. Et il y a vraiment des comptes entiers dédiés à ça, et je trouve qu'ils se font pas trop attaquer dans les commentaires, alors que basé parce vraiment qu'il y a sur beaucoup de gens qui consomment, en fait. Et en fait, le problème, c'est... tu consommes de la seconde main, moi je consomme de la seconde main, etc. Tu vois, nous on voit le problème, on sait pourquoi, parce que on s'est renseigné là-dessus, tu vois. Parce qu'on a les moyens de le faire aussi. En fait, il y a beaucoup de gens qui ignorent, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment consommer autrement que de la fast fashion et acheter tout le temps. Mais vraiment, genre j'avais regardé, tu vois, sur les réseaux sociaux, mais pourquoi il y a des gens, entre guillemets, tu te dis, mais pourquoi les gens ne réfléchissent pas? Pourquoi ça va pas plus loin? Mais en fait, il y a des personnes en fait, qui ne savent pas comment consommer autrement. Ou du moins, il y en a qui ne savent pas que ça existe de consommer autrement que consommer de la fast fashion, du neuf, etc. de manière récurrente, en fait. Après, on est extrêmement privilégiés. C'est très, on parle de notre position là, mais déjà, vous travaillez dans l'industrie, donc vous connaissez les ficelles et comment vous procurer des vêtements à moindre prix, comment déchiner tout ça. On nous rabâche là-dessus, quoi. D'une part, et aussi, vous avez les moyens techniques, financiers et même le temps, d'espace mental disponible pour le faire, en fait. Et il y a des gens, juste, ils n'ont pas le temps de réfléchir à tout ça et ils vont chez H&M. Exactement ça. Les personnes... en fait, c'est vrai que, comme tu dis, il y a le petit truc de facilité, rapidité. Donc, les Zara, les H&M, on en voit tellement partout en France. Il y en a tellement à 10 minutes de chez nous, ou peu importe. Enfin, voilà. Et en fait, c'est plus facile d'accès pour acheter des vêtements, pour s'acheter des vêtements, que d'acheter de la seconde main, aller vraiment dans des friperies qui sont dans des lieux précis, etc. Ou acheter de la seconde main, par exemple sur Vinted, où là, c'est en fait, c'est via Internet, et donc ça met un peu plus de temps, vous n'avez pas tout de suite le vêtement. Oui, et puis ça se trouve, vous n'avez pas tout de suite le vêtement, ça se trouve, il ne vous va pas, ça se trouve, c'est pas pour vous, c'est pour vos 5 enfants. Exactement. Comment vous faites, pour en moi, fait? Shein, c'est un peu différent de H&M. Oui, là, c'est de l'ultra fast fashion. Ouais, et puis ça suit tellement les cycles de la mode qu'il faut quand même être un peu... faut s'intéresser à la mode, en fait. Ça veut dire qu'on veut un cycle de renouvellement des tendances qui est ultra rapide. Et donc, on est quand même un peu, à mon avis, un tout petit peu renseigné. Je suis d'accord que H&M et Zara, pour beaucoup de gens, c'est disponible aussi. Par exemple, ils vont faire leurs courses et puis il y a ça qui est là et qui est facile. Mais encore une fois, H&M et Zara publient quand même des choses sur leur... mode de fabrication. Shein, c'est complètement opaque. C'est totalement opaque. Oui, effectivement, tu as entièrement raison, Ivan. Je viens de vous mettre dans le chat. D'ailleurs, si vous avez des questions, allez-y, des remarques, etc. On vous lit. Je viens de vous mettre dans le chat un article que j'avais écrit sur comment Shein copiait Zara. Et tu le racontais tout à l'heure, il y a plein de comptes Instagram qui se créent pour dire « Ah, bah, vous voulez telle robe chez Zara qui coûte 50 €, la voilà à 10 € chez Shein, avec les liens et tout. » Et effectivement, il y a plein de comptes comme ça qui se multiplient. Donc là, je viens de vous écrire un article là-dessus, de vous l'envoyer, pardon, excusez-moi, je l'ai écrit il y a des semaines. Et donc, qu'est-ce que ça pose comme question, en fait? Comment la fast fashion, Zara, est copiée par l'ultra fast fashion? Et qu'est-ce que ça raconte de toute l'industrie? Et effectivement, Shein, comme tu le dis, Ivan, ça accélère encore le rythme, en fait. C'est pour ça qu'on parle d'ultra fast fashion, c'est que toutes les semaines, il y a des milliers de nouvelles références, en fait. Enfin, c'est hallucinant quand on y réfléchit. Et il faut comprendre que la fast fashion, déjà, s'inspire des tendances des défilés. Ouais. Et pour proposer un vêtement en magasin, il y a un temps et donc ils font pression sur les fournisseurs pour réduire ce temps au maximum. Et Shein est encore plus proche des tendances et des défilés, etc. Et plus on réduit le temps, plus ça veut dire que des gens sont maltraités dans la chaîne, parce que c'est impossible en fait de produire si vite. Il y a même des blogueurs et blogueuses de mode qui font des dupes, ça s'appelle comme ça. Des dupes, en gros, oui, voilà, dans tel défilé, vous avez pu voir cette chaussure ou cette robe, etc. Voilà, chez Zara, chez Shein, etc., vous pouvez la retrouver. Souvent, le dupe, souvent. Il y a encore quelques années, le dupe, on le retrouvait chez Mango ou Zara quelques semaines après le défilé. Maintenant, il est produit dans la semaine chez Shein, quoi. C'est ça qui est dingue. C'est... Mais presque, non, c'est exagéré de dire ça, mais
on assiste en tout cas à un phénomène où maintenant c'est les maisons de luxe qui se voient dicter le rythme de la mode par des acteurs de la fast fashion qui fonctionnent notamment par drop. Et voilà, et donc en fait maintenant les maisons elles ont besoin de nouveautés, de nouvelles collections, de mini-collections, capsules, etc. Tous les mois pour essayer d'exister en fait. Et oui, les cruises, comme tu dis Ivan, les collections croisières, ça suffit plus en fait. Maintenant il faut aussi avoir une mini-collection et tout le temps, enfin faire des drops avec des gens. En fait je suis en train de me rappeler les débuts de Shein en fait. Parce que Shein, voilà, aujourd'hui, on le voit comme ça, hyper grand, ultra fast fashion, etc. Mais quand on y repense, il y a plusieurs années, je dirais, allez, 7-8 ans, Shein, c'était vraiment le truc... je me rappelle, hein, parce que quand j'étais au collège, je me rappelle d'avoir vu la publicité sur Shein, c'était sur Facebook à l'époque. Et je voyais, je me suis dit, mais c'est quoi cette fast fashion qui... Enfin, c'est quoi ce site internet, bon déjà un petit peu bizarre, et j'ai regardé les avis, c'était même pas sécurisé Shein. En gros, les gens recevaient jamais leur colis, c'était vraiment de l'arnaque à l'époque Shein, vraiment au tout début, genre avoir son colis Shein, tu pouvais attendre autant que tu voudras, mais tu l'auras jamais, quoi. Et parce qu'en fait, voilà, on appuie sur le fait que voilà, c'est Shein, ça vient de la Chine, etc. Donc le fait qu'il y a pas mal d'arnaques là-dessus, le fait que c'est pas très sécurisé, le fait que vous recevrez peut-être pas le bon modèle, etc. C'était beaucoup ça. Et maintenant, ça a énormément pris d'ampleur, énormément évolué, que t'as plus trop ces problèmes-là qu'il y avait il y a 8 ans. Là, je vous montre juste un graphique à l'écran qui vous montre le nombre de nouvelles références. Là, c'est à l'année. Attendez, je vérifie. Et en plus, c'est un incroyable succès. Non, c'est à la journée, excusez-moi. Alors qu'à l'époque, vraiment, les gens, ils évitaient ce site parce qu'ils disaient que c'était un site d'arnaque, en fait. Il y avait là les avis négatifs, quoi. Ça me paraît... En fait, j'ai du mal à croire aux chiffres. Donc là, c'est un graphique de Business of Fashion qui dit le nombre de nouvelles références sur Shein à l'année, c'est 314 000. À titre de comparaison, avec H&M, c'est 4400. Zara, c'était 6800. C'est énorme. C'est assez dingue. Et on voit le gros écart comme ça, là. Ouais, c'est hallucinant. Et je vais vous montrer notre graphique, je crois. C'est sur combien c'est évalué. Voilà. Maintenant, Shein s'est évalué à 100 milliards de dollars. Ça a dépassé tout le ça a dépassé Inditex et H&M réunis. Ouais, c'est ça. Ouais. Fast Retailing, donc c'est Uniqlo par exemple. H&M, le groupe H&M, donc c'est Hanover Stories, H&M, COS, Arket. Et Inditex, c'est Zara. Zara, tout ça, Stradivarius, tout ça. Weekday, oui, qui fait des très bons jeans. Excusez-moi. Inditex, du coup, c'est le groupe Zara, Bershka, Pull&Bear. Stradivarius, Oysho. Attends, j'ai un doute. Oui, voilà. À ne pas confondre avec Mango, qui est un autre groupe. Et Uterque, mais je crois Uterque a fermé, ouais. J'adorais. Moi aussi. Mais... c'est une marque de modasse. Pardon, excusez-moi. À l'époque, ça s'appelait Shinside, si je ne me trompe pas. Exactement. C'est pour ça que je suis toujours choquée par les gens qui disent Shine. Mais apparemment, c'est un truc de gens qui ont fait allemand LV2 de dire Shine. Ah ouais? Ouais. Moi, je dis Shein. Hein. Bah, Shein, les vrais, ils savent quoi. Ouais, voilà. C'était Shinside avant. Il y a Lodi78 qui dit je me rappelle que le site était hyper mal fait, il mettait carrément des photos reprises de Zara à Wassos. Pendant longtemps, j'ai pensé que c'était un site de déstock. Bah exactement, en fait vraiment le mood de Shein à l'époque, je vous jure que c'était ça. C'était vraiment les publicités lambda de Facebook que tu pouvais voir, des sites d'arnaque. Mais je vous assure, c'est pour ça que quand je vois Shein aujourd'hui, et je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a SNCF qui avait mis des panneaux publicitaires de Shein. Si, ils l'ont fait. Et même, il y en a qui se sont posé des questions. J'ai vu ça la semaine dernière. Ouais, SNCF ils ont fait une campagne d'affiche. Bah, mais c'est pas la SNCF. C'est juste qu'ils étaient... C'était dans le train, en fait, dans la gare, quoi. Mais même, c'est juste des panneaux publicitaires et donc c'est affiché notamment dans la gare. Oui, voilà, avec un code promo. Ouais, voilà. Mais en fait, Shein, maintenant, ça ressemble aussi beaucoup plus, même dans la DA, à du Zara. Et Zara, en termes de DA, ils sont forts. Mais bref, ils sont très forts. Franchement, c'est canon. En plus, ils font appel à des grands photographes, ils ont des mannequins de ouf. Les campagnes sont superbes. Ouais. En fait, on peut tout critiquer la misère du monde à Shein, mais l'évolution et les... Bah, ils ont là-dessus. Je suis bluffée. Franchement... C'est pas bien comment ils font et tout, hein, mais je suis bluffée comment ils ont fait pour monter autant, alors que j'ai connaissé, c'était un site d'arnaque, mais vraiment. C'est pour ça que ça me fume de rire, en fait. De base, c'était vraiment, tu achètes ton produit, tu le recevras jamais de ta vie. Tu pouvais en rêver, mais tu le recevras jamais de ta vie. Et aujourd'hui, maintenant,
c'est comme si, c'est du Zara, mais en ultra fast fashion, quoi. Et Ivan, du coup, est-ce que c'est un gros défi de ne plus travailler dans de première main, dans les vêtements de première main, dans la mode aujourd'hui? C'est un défi. Tu veux dire, est-ce que c'est facile de trouver du travail autrement? Oui, parce que la seconde main, c'est en développement, mais bon, les entreprises pour lesquelles on peut travailler dans la mode, c'est quand même des entreprises qui font de la première main. Et c'est un défi aussi de ne plus consommer de première main, parce que comme on le dit, Zara, c'est très bien fait et tout ça, et souvent, il y a plein de choses qui font envie, et c'est dur. En vrai, c'est dur, il faut se forcer, en fait. Et ce week-end, j'étais avec des amis, et il y avait une des filles qui avait une robe Zara, et on était 5 autres à lui dire « Ah !» c'est mal. On a tapé dans la main, on a dit bon voilà, tu arrêtes, mais c'est dur en fait. Parce qu'on nous propose vachement de trucs et c'est hyper difficile de pas succomber, quoi. Et en même temps, c'est pas possible. C'est pas possible de se biser. Moi, ce que j'ai toujours conseillé aux personnes pour commencer la seconde main, quand c'est très compliqué, quand on consomme beaucoup de fast fashion, de première main, etc., c'est d'aller dans la seconde main, mais acheter des produits de fast fashion en seconde main, en fait, pour commencer petit à petit, pas faire un énorme décalage et voilà. Et en fait, petit à petit, voilà, tu commences avec de la fast fashion en seconde main, et après, tu vas dans d'autres marques de créateurs, de trucs qu'on connaît plus, qui n'existent plus, et voilà, tu te retrouves en fait à avoir une garde-robe générale qui n'a pas forcément de marque fixe et en seconde main. Donc voilà. Et moi, ce que j'ai toujours conseillé quand les gens veulent commencer sur de la seconde main, veulent changer leur façon de consommer, mais qui consomment à la base beaucoup de fast fashion, beaucoup de Zara, c'est beaucoup Zara qui revient, en fait, je conseille fortement de commencer à consommer de la fast fashion, mais en seconde main. Et après, petit à petit, à aller trouver d'autres horizons, d'autres marques qu'on ne connaît pas forcément, etc. Et voilà. Et ça fait de très belles découvertes après. Donc voilà. C'est vrai. Et pour en revenir au business, à l'industrie de la mode, il y a quand même énormément de maisons maintenant qui vont se mettre à leur propre seconde main, c'est-à-dire à revendre leurs propres vêtements et qui essayent de développer ça. Mais pour l'instant, je pense que... je vois pas quel est le business model. Ça va pas être la même chose, en tout cas. Oui, je pense qu'elles veulent juste pas perdre leur... de part de marché, en fait. En fait, elles veulent attirer des gens dans leur boutique pour qu'ils consomment les nouvelles collections. Mais... je suis persuadée qu'il y a quelque chose à développer, qu'il y aura des business models à monter, mais pour l'instant, c'est encore balbutiant, quoi. C'est le début. Bah oui, je pense notamment à Isabelle Marant, par exemple, qui a lancé sa plateforme de seconde main sur son propre site. Il y a, comment il s'appelle, Alexandre Mathieusi, Ami, pour en revenir à lui, qui a aussi lancé son truc qui s'appelle Ami Forever. Voilà, c'est la plateforme de seconde main de Ami. Il y a plein de marques aussi, comme ça, de luxe et premium qui ont lancé leur... et du prêt-à-porter aussi. Parce que je crois qu'il y a... Et du prêt-à-porter, ouais. Je sais pas si Kiabi a pas fait ça. Kiabi, oui. Je crois que Camailleux a fait ça, enfin des choses, des acteurs qu'on n'attendrait pas forcément. Ouais, il y a Petit Bateau aussi, du côté de l'enfant, qui fait ça très bien, et de l'adulte aussi. Petit Bateau, c'est ma vie. Je les adore. Si vous voulez me sponsoriser, non, je rigole. Mais je rigole pas. Mais ce que j'aime trop, c'est les collabs avec les gagnants du festival de hier. Genre, j'ai une robe Botter. Ouais, je vois très bien. Bah, moi je crois que j'ai le ciré, mais bref, on s'égare. Mais j'ai tout depuis 10 ans, je crois. Genre, chacun et chacune des gagnants-gagnantes. J'achète une pièce de la collab. Oh, mon Dieu. Une addiction, vraiment. Voilà. Et mais en fait, je suis impressionnée parce que ça fait presque 2 heures qu'on parle et t'as même pas cité ton compte Instagram, quoi. Ah oui, je l'ai dit. Mais t'es pas obligé. Vite fait. Non, mais si, c'est quand même. C'est là que je publie quasiment quotidiennement. Pas quotidiennement, mais le plus souvent possible. Tu t'exprimes beaucoup là-bas. Voilà, et je fais des stories qui racontent des histoires vestimentaires de personnages historiques. Voilà. @sapé comme jadis. Et d'où vient Sapé comme jadis comme... c'est une blague. Hein. C'est une blague. Elle vient d'où la blague? C'est une private joke, c'est ça? Non, c'est Maître Gims, c'est Sapé comme jamais. Et voilà, c'est juste un jeu de mots. Ah, ok. Voilà. Je suis désolée. C'est toujours moins drôle quand on explique. Non, mais il faut savoir que t'es très très drôle. Hein. Ouais, je suis vraiment super et drôle. Sur Instagram et dans le bouquin, c'est vraiment hilarant. Et donc mais Sapé, en fait, j'en ai parlé à mon mari et j'ai dit mais un truc comme Sapé comme jadis, mais pas ça. Et il m'a dit mais si, c'est super. Et en fait, on m'en parle souvent du titre parce qu'en fait, ça permet de retenir en fait. Et après, on a la chanson dans la tête. Ça, c'est vraiment un enfant. Sapé comme jadis. Mon Dieu, stop.
Et donc, qu'est-ce que tu fais sur ce compte Instagram ? Donc je fais des stories où je parle de personnalités, de personnages historiques, souvent des femmes, mais pas que. Et maintenant, je me suis mise aussi à faire des portraits de créateurs, ce que je faisais pas avant, parce que je voulais pas parler des choses dont on parle d'habitude en histoire de la mode. Donc on parle souvent des mêmes personnes. Et je voulais parler plutôt de personnalités qui sont pas liées à la mode au départ. Et puis je fais des posts aussi de looks que j'aime, de photos que je vois passer et qui racontent une histoire intéressante du vêtement. Voilà, ça c'est une biographie incroyable. J'ai un gros problème avec les noms. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Max Factor. Et qui est un des pionniers du maquillage aux États-Unis. Et donc son histoire est totalement incroyable. Et est-ce que c'est un défi sur Instagram de parler d'histoire de la mode et des histoires derrière les vêtements ? Non, je pensais pas que ça intéresserait des gens au départ. Et puis finalement, ça a intéressé du monde. Et puis c'est super parce qu'il y a plein de gens qui m'envoient des trucs. Il y a plein de gens qui discutent aussi quand on fait des stories. C'est l'utilité des réseaux sociaux, hein, c'est l'échange, mais c'est super. Et puis, il y a pas grand monde qui parle d'histoire de la mode. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai fait au départ. C'est que j'avais vraiment envie de raconter ces histoires. Et en fait, il y a des histoires de la mode, il y a des livres d'histoire de la mode, mais qui sont très formels. C'est-à-dire c'est plus une histoire du costume qui va apprendre siècle par siècle ou période par période pour dire voilà, on s'habillait comme ça, etc. Mais moi, je voulais vraiment parler de personnages, de personnes, parce que ça permet vraiment de s'identifier. Comme nous, on fait l'expérience de s'habiller tous les jours, on arrive à se mettre un peu à leur place et à comprendre plus ou moins bien ce qu'ils vivaient, eux, dans leurs vêtements. Ouais. J'aime vraiment bien la couverture de ton livre. Je vais vous le montrer. Il me semblait que dans l'intro, tu cites Roland Barthes et la différence entre costumes et vêtements. De tête, je ne sais pas la dire. Mais le costume, c'est le vêtement social, en fait, qui raconte une époque. Ouais, et le vêtement, c'est plus personnel, quoi. C'est ça. C'est parce vraiment que là, les au-dessus, deux. on voit bien la reine Elisabeth, c'est ça ? C'est ça. La reine Elisabeth au-dessus. Et en bas, c'est Henri VIII. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. Avec une grosse C'est braguette. un montage, évidemment. Je ne parlais plus dans le micro. Voilà. Non, mais franchement, il est très, très drôle, ce livre. Et donc, je vais vous montrer l'intérieur aussi. Donc, à chaque fois, on a une photo historique et à côté, on a une biographie très courte, très pleine de tons. Pleine de blagounettes qui vous racontent l'histoire d'un vêtement culte, d'une tenue culte, ou pas forcément une tenue, mais le rapport au vêtement de ce personnage ou cette personnage. Il y a notamment Rosa Parks qui m'avait marqué, c'est hyper intéressant. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'elle était toujours tirée à quatre épingles, l'injonction à l'exemplarité, à la respectabilité, et aussi comment est-ce que ça a joué sur le portrait de son arrestation sur, en fait, elle n'a pas du tout une figure de révolutionnaire voyou, hooligan, en fait, elle a l'air d'être une mère de famille respectable. Voilà, il y a plein d'histoires comme ça, hyper intéressantes. Il y a Jeanne Marais, que je connaissais pas du tout, qui m'a beaucoup marqué aussi. Oui, je corne mes livres, ne me tuez pas. C'est scandaleux. Je l'ai payé avec mon argent, ok, donc je fais ce que je veux, c'est mon livre maintenant. Non, mais dis-toi qu'il vit avec moi. Oui, c'est beau. Voilà, un livre, c'est une matière vivante. Ok, et donc ce livre-là, t'es content de l'avoir fait. Comment est-ce que c'est arrivé, ce projet de décliner ton compte Instagram en livre ? En fait, c'est l'inverse. C'est que j'avais un projet de dictionnaire politique du vêtement qui était né à l'IFM. Et puis en fait, quand il y a dictionnaire dans le titre, ça fait peur à C'est tout moins le monde. sexy. Ouais, c'est moins attirant, là. D'un coup, ça fait Moins peur. sexy que ça avait comme jadis. Mais c'était même pas tellement un projet de livre, c'était... j'associais comme ça des idées... avec un ami et puis c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit mais en fait c'est super intéressant, ça peut intéresser des maisons d'édition et qui avait voilà 2-3 contacts dans l'édition et de gens après dans l'édition qui m'ont dit mais oui ça nous intéresse, etc. Et puis en fait il y a un process qui est un peu long, ça passe en comité éditorial, etc. Et donc c'est passé en comité éditorial et ça a été refusé là, et donc j'étais un peu tristoune et c'est une amie justement de la mode qui m'a dit mais il y a des gens qui font du contenu sur Instagram, parce que ça fait longtemps en fait, c'était en 2017 je pense que j'ai commencé et j'y aurais jamais pensé toute seule, et donc j'ai commencé à poster des photos avec des pavés de texte comme ça sur un média qui est quand même pas très fait pour le texte, et en fait si les gens lisent, ça a pris quand même. Et c'est ensuite, une fois que le compte était lancé, que Robert Laffont a été intéressé pour le publier en livre. Et j'ai une question, tu as déjà eu l'idée d'aller sur une autre plateforme qu'Instagram ? Oui, TikTok, parce que j'aime bien
J'aime bien TikTok, j'aime bien comme c'est fait, j'aime bien le côté hyper artisanal de raconter une histoire avec des photos derrière, etc. Mais je suis quand même très âgée maintenant et je sais pas si je pourrais m'y mettre. Ah, quand même. Si, Franchement, c'est compliqué. Je suis une vieille dame. Franchement, il y a pas mal de personnes dites âgées, comme tu dis, qui sont sur TikTok et qui fonctionnent très bien. En fait, ça dépend du domaine, déjà, je trouve. Premièrement, ça dépend du domaine. Mais pour moi, sur TikTok, en fait, l'âge ne veut tout et rien dire pour les créateurs de contenu. Parce qu'en gros, c'est comment la cible va te voir, en fait. Est-ce qu'il va te voir comme, je sais pas moi, comme quelqu'un de maternel? Est-ce qu'ils vont te voir comme une grande adulte qui a des grandes responsabilités, etc., qui a en fait, de l'expérience. Mais les gens, ils aiment bien écouter les gens qui ont de l'expérience, qui ont des idées, qui ont du vécu, tout simplement. Ça a toujours été inspirant pour qui que ce soit. Mais moi, j'aurais pensé, je sais pas pourquoi, mais Twitter. Ouais. Twitter, genre. C'est vrai, mais parce que là, Twitter, tu peux pas me dire l'âge parce que vraiment sur Twitter, il y a vraiment de tout. Hein. C'est vrai. Mais je trouve, j'ai jamais aimé Twitter. J'ai toujours trouvé les gens assez méchants. Enfin, j'ai jamais vraiment utilisé, mais je trouve qu'il y a. Enfin, je trouve qu'Instagram à côté, c'est des bisounours. C'est-à-dire qu'il y a une communauté sympa, on échange, c'est respectueux, on s'envoie des bisous et tout. Et sur Twitter, dès qu'on ouvre Twitter, mais c'est horrible. Les gens s'insultent et s'envoient des trucs. En fait, c'est que ça dépend du sujet dont on parle. Après, c'est vrai que voilà, le domaine de la mode, on a vraiment des gens un peu space. Mais il y a aussi des gens qui sont là aussi pour apprendre et qui aiment apprendre et découvrir une vision de la mode qu'ils n'ont pas forcément, qu'ils n'ont jamais vue. Donc, sur Twitter, en tout cas, j'ai l'impression que depuis quelques années maintenant, il y a ce qu'on surnomme le high fashion Twitter, où c'est notamment des gens qui se sont structurés pour le Met Gala, faire une espèce de contre-soirée sur Twitter, où en fait ils respectaient le thème mieux que les invités et tout. Et du coup, le high fashion Twitter est très érudit au niveau de la mode et c'est hyper intéressant de les lire. Ils remontent beaucoup d'archives aussi. Les archives, c'est ça qui intéresse beaucoup. C'est vrai. Toujours bien crédité, copyrighté. Je l'utilise parfois pour trouver des photos. Ouais. Où il y a souvent des choses intéressantes. Mais après, il y a tout, mais... Ouais. Et après, le problème de la production de contenu, c'est que ça prend un temps de malade. Et ouais. donc, s'il faut le décliner sur différentes plateformes, en fait, ça devient un métier à part entière, sauf que c'est pas rémunéré, en fait. T'as jamais essayé de vivre de ton compte Instagram uniquement si? Ouais, je vends du contenu parfois. Enfin, je travaille avec des institutions culturelles, donc parfois je vends du contenu. C'est très périodique parce que je veux faire que des choses qui m'intéressent. Donc, en fait, les choses dont je parle, j'ai envie qu'elles me plaisent à moi. Et donc, c'est pas tout le temps. Et puis, en plus... il n'y a pas une actualité quotidienne de l'histoire de la mode non plus, donc il faut qu'il y ait une expo qui vraiment m'intéresse, etc. Mais oui, ça peut faire un tout petit peu d'argent, de monétisation, mais quand même globalement, TikTok, Instagram sont des plateformes sur lesquelles on ne gagne pas d'argent en fait, par rapport à YouTube. Quoique TikTok, il me semble que il y a un compte créateur, mais c'est beaucoup moins rémunérateur que YouTube, effectivement. Alors, je crois que c'est difficile de gagner ça. En fait, franchement, TikTok, ça rémunère pas bien, mais vraiment, tu peux même faire des millions de vues. Tu pèses sur TikTok, t'as des millions de vues? Non, j'ai pas des millions de vues, mais j'ai des contacts qui ont des millions de vues qui m'ont dit que ça paye même pas beaucoup. Il y avait un article de Vogue Business, je crois, ce matin. Allez, 100 et quelques, 200 € pour 1 million de vues. En fait, les vues sur TikTok, c'est tellement, entre guillemets, accessible à tous, que tout le monde peut avoir ces millions de vues, que c'est pas incroyable, contrairement à si c'était une vidéo sur YouTube. Une vidéo sur YouTube qui a 1 million de vues, c'est pas la même chose quand il y a une vidéo sur TikTok. Oui, je viens de vous mettre l'article de Vogue Business dans le chat, voilà. Et il me semble que la différence majeure de business model entre TikTok et YouTube, c'est que TikTok, ils ont une assiette de recettes qu'ils départagent auprès de leurs talents. Là où YouTube, plus ils font du bénéfice, plus en fait, ils payent en fonction de leurs bénéfices. Du coup, plus ils ont de bénéfices, plus les talents vont avoir de l'argent. Et c'est pas du tout, je sais pas comment dire. C'est s'ils font 1 million, ils vont donner 1 million, alors ils vont partager ce million avec leurs talents. Alors que TikTok, ils vont dire qu'importe la somme qu'on gagne, on va vous partager tant. Et la somme est fixe, et donc plus il y a de talents, plus ils vont se partager une petite somme, mais s'ils sont moins nombreux, la somme est plus importante, quoi. Voilà, c'était une explication de mec qui n'y connaît rien en économie, mais je sais pas si c'était clair. Oublier que voilà, TikTok vient de Chine, l'assiette est fermée, quoi. Et que YouTube c'est américain, donc c'est pas la même politique financière également. C'est le fait qu'il y a que c'est 2 pays différents, la Chine et les États-Unis. En plus, c'est une politique totalement différente les deux. Oui, donc, ça c'est sûr, effectivement. Ça joue beaucoup.
Et peut-être que ça évoluera, TikTok. Ça évoluera, j'espère, parce que franchement, il y en a, ils se la donnent sur TikTok, mais ils me font de la peine, parce que vraiment, financièrement parlant, ça suit pas, hein, clairement. Et parce qu'ils sont pas obligés de le faire, en fait. C'est une entreprise privée qui est là pour faire son bénéfice, et s'il y a des gens qui sont pas d'accord, ils peuvent aller ailleurs, en fait. Oui, voilà, clairement. Les gens vont trop rire à croire que c'est des services publics, mais ce ne sont pas des services publics, en fait. Ils Après, sont pas là pour vous aider. Il y a d'autres plateformes qui sont très bien aussi, hein, qui payent très très bien. Également Twitch, voilà. Justement, voilà. Twitch, la mode sur Twitch, qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est génial ce que vous faites. Il faut absolument le développer. Je l'ai pas payé pour dire ça. C'est faux. J'ai touché de l'argent. Non, c'est totalement faux. Non, mais s'il vous plaît, ne sortez pas les... Il y a Gambas 12 qui dit Twitch paye très mal. Ok. Les termes sont dits, hein, on n'est pas là pour faire de la langue de bois de toute façon, mais de toute façon c'est compliqué de gagner sa vie en étant créatrice de contenu en général, qu'importe la plateforme, et surtout c'est des métiers qui sont pas du tout reconnus encore pour l'instant. C'est ça. Encore moins en France, donc c'est les partenariats qui jouent beaucoup aussi en fait, en suivant certaines plateformes. Mais voilà. Mais à moi d'avoir une grande audience. Gambas, moi je parle de grosse audience en fait. Donc c'est. Oui. Et à l'inverse, on peut avoir. Moi j'ai 20 000 followers à peu près sur Insta. Et donc c'est vraiment ridicule à comparer à énormément de gens, de monde. Mais quand on est sur un petit secteur où il y a plein de gens qui font des trucs un peu de niche et qui peuvent gagner de l'argent comme ça. C'est pas forcément en ayant des centaines de milliers de followers. Bien sûr. Mais en tout cas, moi, après, je parle par rapport au fait que les partenariats, plus on voit de partenariats sur certaines plateformes, plus on sait que les gens ont besoin de partenariats pour être vraiment bien rémunérés. Et je vous assure que sur Twitch, les partenariats, il y en a vraiment pas beaucoup. C'est pas tous les jours que vous aurez votre streamer ou streameuse préférée ou votre média préféré en train d'à chaque fois faire des OP. Non, c'est pas tous les jours qu'ils en font. Et c'est logique. Il y a une raison pourquoi ils en font pas tous les jours. C'est qu'en fait, juste la paye de Twitch est mieux que les autres plateformes. Et ça, c'est une réalité. Mais en tout cas, c'est une excellente question parce que de faire un JT de la mode sur Twitch de manière un peu indépendante, même si vous êtes adossé à un média, ça permet de... Parce qu'en fait, le gros problème de la mode, du journalisme de mode, c'est que c'est financé par des annonceurs, parce que les magazines sont financés par des annonceurs, et que donc le journalisme de mode existe modérément en France. Il y a certains médias généralistes qui ont d'excellents journalistes de mode, mais les magazines de mode à proprement parler sont financés par les annonceurs, et donc ça limite la liberté de ton. Oui, pour résumer ça brièvement, les pages mode dans les magazines, ce sont des pages mode dans des magazines féminins, et on parle d'annonceurs, c'est les gens qui payent de la pub. Donc souvent les annonceurs dans les magazines qui ont des pages mode, ça va être des maisons de luxe, genre Chanel, Dior, Louis Vuitton, les groupes LVMH et Kering et Richemont et Puig, comme disent les gens qui savent. Moi, je rigole. Puig. Puig, c'est le groupe qui possède Paco Rabanne, Jean-Paul Gaultier. Non mais t'as raison, on dit Puig. Je sais que j'ai raison, mais je le dis pour les gens qui ne savent pas. Donc LVMH, c'est Louis Vuitton, comme c'est dit dans le nom. Dior et d'autres maisons encore. Et Chanel, c'est une maison à part. Elle n'appartient pas à un groupe. Et sinon, il y a Kering. Du coup, Kering qui est ancien PPR. L'ancien nom de Kering, c'était PPR, Printemps Pinot Redoute. Et Kering possède Puma, Alexandra McQueen, Saint-Laurent et d'autres maisons encore. Comment ? Gucci, évidemment. Ouais. Mais c'est juste que ça m'intéresse pas trop. Vraiment, je n'ai jamais compris. Non, si je comprends, mais ça m'intéresse pas à titre personnel. Au début. Voilà, avant Alessandro Michele ? Non, au début d'Alessandro Michele, là, on est en fin de parcours, mais quand même. Discussion. C'est très personnel. Okay. Mais donc, j'adore pour Alessandro Michele, c'est tout début, oui. Mais moi, j'aimais bien Frida Giannini, en vrai, mais j'étais seule. Bref, c'est pas grave. Mais de toute façon, c'est pas une maison qui m'attire. Je pense qu'elle est pas faite pour moi. Moi, je suis très belge. Genre, mon dada, c'est Heider Ackermann, Dries Van Noten, Anne de Meulemuster, et ce genre de gens. Mais je m'égare. Ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, cette assiette d'annonceurs est assez resserrée, et en fait, ils payent littéralement le loyer de ces journalistes qui travaillent dans des magazines. Et donc, ces liaisons dangereuses entre annonceurs, entre information et communication font que vous verrez jamais une critique négative de Chanel dans un magazine de mode papier. Mais sur mademoiselle.com, j'en écris toutes les semaines. Voilà, car je ne dépends pas d'annonceurs de luxe.
Non, mais j'ai vraiment ma liberté éditoriale. C'est c'est vraiment jouissif, quoi. Et en fait, c'est même pas, au-delà de la critique négative, il n'y a même pas de critique tout court. Critique tout court, ouais. On va vous dire. De toute façon, quand une critique de défilé vous dit la bande-son c'était ça, la scénographie c'était ça, c'est que le défilé était nul et qu'il n'y a rien à dire sur les passages. Tout le monde est là, genre Balenciaga, il y avait Dua Lipa, Nicole Kidman et je sais pas qui d'autre. Et en fait, personne ne parle des silhouettes, de la recherche textile et tout ça. Enfin, des matières, etc. Il y en a, mais plus dans les médias généralistes, justement. Donc, tout à l'heure, tu disais, dans ces médias généralistes-là, tu penses à qui? Je pense au Figaro. Hélène Guillaume, ma passion. Pardon. Non, mais voilà, il y a le Figaro qui. Bon, moi, je lis pas le Figaro et j'achète pas le Figaro, mais les pages mode sont bonnes. C'est une façon de dire je ne suis pas de droite. Ouais, c'est ça. Donc, bon, il faut passer les éditos et lire les pages mode. Les pages mode sont très très bonnes. J'y ai travaillé et j'y suis allée aussi parce que j'admirais Virginie Mouza à l'époque. Il y avait aussi Laurence Benaïm, quand j'y pense, et d'autres gens encore. L'une des premières à avoir repéré Saint-Laurent et à avoir cru en lui, elle venait du Figaro. Qui continue à écrire d'ailleurs de temps en temps pour Madame Figaro. Oui, c'est vrai. En free, je pense. Il y a Le Monde, enfin le M, qui fait des choses bien, souvent. Il y a Libération, qui parfois a des articles. Sabrina Champenois, ma passion. Voilà. Et Mario Tavi, qui travaille aussi à Libération. Qui a écrit une super biographie de Jacques Debacher, il me semble. Il est génial, ce livre. Et effectivement, voilà. Nous sachons. Je vais vous envoyer le lien de toutes ces brillantes personnes dans le chat rapidement. Mais effectivement, d'ailleurs, j'ai littéralement fait mon mémoire sur cette question-là. C'était sur. Je vais balancer la problématique qui dure 3 lignes. Attention. Entre consumérisme et féminisme, dans quelle mesure la presse féminine contribue-t-elle à redéfinir la notion de culture? Je sais pas si c'est clair. Mais. Réfléchir à temps. Mais ce que je voulais dire par là, en tout cas, j'ai fait tout un développement là-dessus et tout, et ma conclusion c'était l'espace où la presse peut émettre une forme de critique de mode culturelle, c'est la presse quotidienne nationale, type Le Monde, Le Figaro, Libération. Ouais, c'est ça. En France, aux États-Unis, c'est le Washington Post, le New York Times. Le New York Times aussi, avec Vanessa Friedman. Ma passion, vraiment. Tu sais, toutes mes plus préférées. Et Robin Givhan, du Washington Post, qui est la seule journaliste mode à avoir obtenu le prix Pulitzer de la critique culturelle. Donc voilà, c'est mon idole absolue. Et ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fait, la presse quotidienne nationale, c'est celle qui dépend le moins uniquement des annonceurs du luxe. Je sais pas si je suis clair. Ce que je veux dire, c'est que dans leurs pages, dans leurs annonceurs, ils ont aussi bien des gens qui viennent de la mode que de l'automobile, que de l'assurance, que d'autres marques encore. Et du coup, ils sont moins dépendants uniquement de marques de luxe. Donc, ils ont un peu plus de liberté éditoriale. Et ils peuvent dire, Chanel, c'est des pofs. Mais ils vont pas le faire. Mais ils pourraient. Donc voilà. En vrai, Vanessa Friedman le fait parfois. Et c'est pour ça que une fois, elle avait bâché, je sais plus c'était quoi. Il y a plein d'histoires comme ça, genre Cathy Horry n'a pas aimé le défilé Tom Ford, du coup Tom Ford l'a plus jamais invité. Mais oui. Et comment elle s'appelle, Suzy Menkes aussi, qui a été blacklistée quelquefois. Mais ouais, il y a des grandes stars du journalisme de mode qui sont toujours soit anglaises, soit américaines. Eh bien, est-ce que vous avez une dernière question? Est-ce que Sarah a une question? Est-ce que dans le chat vous avez des questions? C'est les dernières minutes de ce écoute, non. Je pense qu'on est passé... voilà, on a parlé un peu de tout. J'ai compris, voilà... ça fait comme j'ai dit ça. Tout ça, tout ce qui se passe. C'est bon, moi j'ai pas de questions. Je sais pas si... tu as des questions? Non. Est-ce que... Vas-y. Non, c'était super. Est-ce que, Anthony, tu as des questions? Bah oui, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc j'ai mis plusieurs fois ton Instagram dans le chat, mais je vais le remettre une troisième fois. Merci. Vraiment, abonnez-vous. Voilà, c'est Instagram. Ça fait comme jadis. Et mais où est-ce qu'on peut te retrouver au-delà de ce compte Instagram? Est-ce qu'il y a d'autres livres qui arrivent? Est-ce qu'il y a d'autres... Ouais, il y a des choses qui arrivent, mais je peux pas en parler. Ah là là, des projets secrets. Une vraie influenceuse, une vraie créatrice de contenu qui ne peut pas en dire plus sur ses projets. Bref, suivez-la sur Instagram si vous voulez en savoir un peu plus. Merci Anna qui m'a devancé pour mettre le lien Instagram de Sapé comme j'ai dit, Mazette, on adore. Ok, donc tu ne peux pas en dire plus, mais ce serait plutôt des bouquins. En fait, je travaille sur 2 sujets. Là, je travaille beaucoup sur Saint-Laurent et je travaille sur l'histoire de l'émancipation des femmes depuis le Moyen-Âge à travers le vêtement. Passionnant. Voilà, mais c'est ce que je peux vous dire. Et puis après, la forme, vous verrez bien. Il n'y a pas de date encore? Non, il n'y a pas de date. Beaucoup de suspense, beaucoup de teasing, mais peut-être que je viens d'en reparler soit sur mademoiselle.com, soit sur la chaîne Twitch de Mademoiselle. J'adorerais, merci. Avec grand plaisir. Et est-ce que le chat a une dernière question? Je n'en vois pas. En tout cas, mes DM sont ouverts. Vous pouvez suivre et ne mettez pas de polyester quand il fait chaud, s'il vous plaît. T'as un dire qu'on pue là, c'est ça?
Alors, pour ta Parler gouverne, des transports en commun. c'est de la soie et c'est. Je sais pas si tu reconnais ce Ah, modèle. mais je parlais pas de vous. Non, je plaisante. Sache que c'est une Hanover Stories Ah, mais non. en soie véritable. Ah, magnifique. Voilà. Désolée pour les chenilles qui ont été ébouillantées. 100% soie. Désolé les chenilles de soie, de Verre à mûrier, soie, pardon. de verre à soie. D'ailleurs, je vous envoie tout de suite l'épisode de matière première sur la soie. Ah, mais oui. Car je suis le roi du placement de produit où je parle justement de la soie. Et une soie végane est-elle possible? C'est la grande question. Voilà. Et aussi, ce que je voulais rajouter, le chat, ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, n'hésitez surtout pas à contacter Anthony pour, si vous avez, je sais pas moi, une personnalité dans le domaine de la mode en tête que vous aimeriez voir au sein de l'émission, le JT Mode. Il y aura aucun souci là-dessus. On sera également ouvert aux propositions. Si vous pensez que vraiment ça serait intéressant d'interviewer, d'échanger avec une personnalité que vous connaissez, que vous suivez sur les réseaux sociaux ou peu importe, Anna n'hésitez Wintour. surtout pas. Anna, si tu nous entends. Anna, s'il vous plaît. Non, mais voilà. Si vous avez envie de voir certaines personnes, n'hésitez pas à proposer à Anthony. Voilà, si tu veux mettre ton mail, Anthony, sur le chat. Mon mail. Voilà, le On mail est au 20e d'Anthony. N'hésitez surtout pas à le contacter si vous avez des suggestions, quoi que ce soit. Voilà, ça va être avec plaisir si on peut ou pas inviter la personne et la recevoir dans JT Mode, parce que sachez que voilà, on parle de mode sans étiquette et qu'on est ouvert à toute proposition. Voilà, bien évidemment. J'ai mis mon mail, Voilà. j'ai mis mon mail. Voilà, t'avais ton mail, c'est bon. Ezoc nous propose d'inviter Céline Dion. Ah, Céline Dion qui a une marque de vêtements non C'est- genrée pour enfants c'est d'ailleurs, il me vrai. semble. C'est vrai. Que je trouve hideuse. Voilà. Merci beaucoup. merci. Comment veux-tu qu'on l'invite après ça? Comment veux-tu? Désolé, Ezoc. Merci le chat, vous étiez super. Merci Ivan Jacob, Merci beaucoup. alias Sapé comme Merci jadis. beaucoup. Merci. Merci Sarah, alias Merci, Vincent. Itsaru. Merci moi-même car je fais mes propres remerciements. Voilà, prenez bien soin de vous, hydratez-vous, buvez de l'eau, ne portez pas de polyester dans les transports en S'il vous commun. plaît. Car Ouais. j'ai écrit un article d'ailleurs là-dessus aussi. Mon Dieu, je vais arrêter de faire des. Non, si, je vais le faire quand même. Pour comprendre pourquoi est-ce qu'on pue en polyester, j'ai écrit dessus. Voilà. Ça se lit et ça s'écoute aussi. Et aussi du déodorant, parce que. Enfin, des traitements déodorants. Parce que je sais qu'il y en a qui ont des problèmes de transpiration, ce qui est naturel, mais en pharmacie, vous trouverez de très bons. Antiperspirant C'est une autre question. Moi, je suis assez contre. En fait, la peau propre. Allez, c'est reparti pour 2 heures sur les déodorants. Allez, ok. Merci, bonne soirée. Prenez soin de vous, buvez de l'eau. Appelez vos proches. C'est la canicule.